Bonsoir tout le monde. Et donc aujourd'hui, on va commencer à explorer notre thématique du temps qui va être liée de toute façon à l'autre thématique, celle de l'être, mais tout à la fin. Et donc d'abord, on commence de nouveau par l'Antiquité et on constate, peut-être avec étonnement, qu'il a été très peu question du temps avant Aristote. Et lui-même d'ailleurs le constate. Il le dit qu'il trouve très très peu de conception, en tout cas de conception de la nature du temps, de ce qu'il est. Et la seule occurrence qu'on ait vaguement chez les présocratiques, c'est celle d'Héraclite, qu'on cite de temps en temps, qui est assez connue. C'est, je l'ai mis sur votre document, le temps est un enfant qui joue en déplaçant des pions, d'un enfant la royauté, ou la royauté de l'enfant. On peut traduire de différentes façons. Mais, comme je vous le précise tout de suite, en fait, le mot temps, là, c'est pas le mot qui signifie vraiment le temps au sens de ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on va explorer par rapport au changement, etc. C'est pas dans ce sens-là qui est le mot grec chronos. C'est le mot grec aion, et ce mot, en tout cas jusqu'à Platon, et Héraclite est bien un siècle avant Platon, en tout cas jusqu'à Platon, ce mot-là signifie plutôt le temps de vie de quelque chose, le temps de vie, le temps de l'existence d'une chose. Donc ce qui s'écoule entre sa naissance et sa mort. Et par conséquent, ce que signifie cet aphorisme d'Héraclite, bon, il est toujours un peu sibyllin comme d'habitude, hein, mais ce qui signifie, c'est que le temps que nous allons avoir à vivre chacun dépend d'un enfant qui joue, dépend d'un enfant qui joue. Faut éteindre le micro. Oui. Voilà. Donc dépend d'un enfant qui joue. C'est la royauté pour les Grecs, c'est l'arbitraire. C'est ce qu'ils ont combattu en faisant des réformes politiques progressives pour se débarrasser justement de ce côté je décide ce qui me plaît, je n'ai pas de raison ni de compte à rendre. Et la royauté ici, elle est affirmée à propos de ce temps de vie. Ça peut être plus, ça peut être moins. Il n'y a pas à chercher de justice ou d'injustice, il n'y a pas à chercher de raison pour laquelle ça sera plus ou moins pour l'un ou l'autre. Et c'est en même temps, c'est un enfant qui joue. Donc, il n'y a pas de volonté de nuire, c'est l'insouciance, c'est, comme disait Nietzsche, l'innocence du devenir. Et voilà, donc, ce qui est échu à chacun. C'est le hasard de ce qui est échu à chacun. Donc, vous voyez que, bon, il y a le mot temps parce qu'on est obligé de traduire par ce mot-là. On n'a pas en français un mot équivalent à aion, mais en réalité, c'est pas vraiment une thèse sur le temps. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de thèse sur le temps à cette époque. Et on commence à voir apparaître une certaine affirmation de la nature du temps chez Platon, dans le Timée, qui est un dialogue réputé tardif. Encore faudrait-il le vérifier, faudrait-il en être sûr, parce que c'est en même temps un dialogue très proche dans son contenu de la République, qui est un dialogue de maturité, et qui vient après les dialogues qu'on a vus ensemble, notamment le Sophiste, où on avait vu Platon mettre en question beaucoup de ses théories et s'interroger de plus en plus, alors que là, il reste assez affirmatif. Mais il présente d'emblée son propos dans le Timée comme un mythe. Il dit c'est un mythe, c'est-à-dire je raconte une histoire parce que je ne peux pas décrire autrement cet univers sensible. Si je veux décrire la nature de l'univers sensible, je dois le faire sous la forme d'une histoire. Ça ne peut pas être une science, parce que justement, il s'agit de choses en devenir, de choses qui changent constamment. Et donc, ce que je dis à cet instant présent, dans 5 minutes, ne sera plus vrai puisque tout aura changé. Donc, il refuse qu'il puisse y avoir une science de cet univers. Donc, je vais raconter une histoire pour expliquer surtout pourquoi il est comme il est. Et donc, il le fait sous forme d'une genèse. Mais très vite, en fait, les successeurs de Platon ont dit cette genèse, c'est un artifice pédagogique. En réalité, il décrit sous forme de naissance ce qui est sans naissance et ce qui a toujours été, mais c'est plus facile pour expliquer de quoi ça dépend, quelles en sont les conditions. Donc la question est ouverte. Hein, les uns penchent d'un côté, les autres de l'autre côté. On ne peut toujours pas savoir avec certitude si Platon considérait qu'il y avait vraiment eu une naissance de l'univers sensible ou pas. En tout cas, il commence par décrire la matière d'où est venu cet univers sensible. Il y avait une matière préexistante qu'il appelle la chora. La chora, c'est une sorte d'intermédiaire entre le lieu et le matériau. Donc, c'est une sorte d'espace
où il y a déjà de la matière, mais qui est totalement informe, totalement indéterminée. Et cette matière a déjà des mouvements, mais aussi, eux aussi complètement chaotiques et indéterminés. Excuse-moi, Annick, je t'interromps. Est-ce que tu peux épeler les mots en grec? Oui, malheureusement, j'ai pas de quoi les écrire. Mais Chora, donc ça s'écrit C-H-O-R-A. C'est un chi, donc pour ça qu'il se prononce aspiré. Et bon, on va retrouver les formes ou idées qui sont les modèles de tout ce qui est réalisé dans le sensible. Et l'intermédiaire entre ce modèle et la matière à informer, on avait vu que c'était le grand problème de la participation, il la résout en supposant donc qu'il y a un créateur divin, un démiurge, un artisan divin, qui imprime les formes dans la matière sensible. Et donc, quand il a réussi à faire, disons, le plus gros de cet univers sensible, c'est là que commence notre texte. Lorsque le Père géniteur pensa que ce monde mu et vivant était une image générée des dieux éternels, donc une image née, une image qui a eu une naissance, une image au sens d'une copie, elle est en 3 dimensions, bien sûr, mais c'est une copie des dieux éternels. Alors, les dieux éternels, ici, on suppose que ça désigne les idées, puisque c'est bien une copie des idées qu'on retrouve dans le sensible. Mais c'est bizarre, parce qu'il les appelle nulle part ailleurs des dieux éternels. Ce qu'il appelle parfois des dieux éternels, c'est les astres. Et ça, c'était très courant à cette époque, d'appeler comme ça les astres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient les noms des dieux. Mais bon, alors c'est un peu étonnant, mais soit, admettons, il est très courant aussi d'appeler l'éternel divin, même sans signifier vraiment des personnifications mythologiques de Dieu. On appelle souvent l'éternel le divin, donc admettons. Donc, quand il pensa que ce monde était une image, une copie des dieux éternels, il s'en réjouit et charmé, il conçut de le rendre encore plus semblable à son modèle. De même donc que ce dernier. Ce modèle, donc, il faut penser qu'il y a une idée éternelle et non sensible décide-toi. De l'univers sensible. Donc, c'est ça le modèle. C'est un modèle qui est complet, qui contient tout l'univers, mais d'une façon purement conceptuelle. Pas du tout imagé, pas du tout représentable physiquement. Donc, ce dernier, c'est le vivant éternel. Alors, c'est un vivant. Il considère que l'univers est un vivant. Il a une vie propre. Ouais, parce qu'il a une âme. Il a une âme. Alors, c'est toute une histoire. Pourquoi il conçoit que l'univers a une âme? C'est parce qu'il considère que ce qui a le mouvement par soi-même doit être animé, doit avoir une âme. Sinon, il n'aurait pas un mouvement spontané dans l'univers. Donc, il considère que c'est un vivant. Il entreprit d'achever ce tout, donc cette fois-ci le tout sensible. L'univers, c'est le tout de ce qui existe, mais cette fois le tout sensible, autant que possible de la même façon. La nature du vivant était donc éternelle et il n'était pas possible de l'appliquer tout à fait à l'engendrer. Évidemment, puisqu'il est né à un certain moment, il ne peut pas avoir la même nature tout à fait que l'éternel. Mais il peut s'en rapprocher le plus possible. Il pense alors à créer une image mobile de l'éternité. Une image ou une copie mobile de l'éternité. Et donc, vous voyez qu'il utilise en fait le même mot aion pour dire l'éternité, cette fois. Et aussi l'adjectif qui en est dérivé, aionios, de l'éternité. Et donc, en fait, le mot aion a changé de sens ici. Ou plutôt, il a acquis un deuxième sens qu'il n'avait pas précédemment, parce qu'on n'avait pas précédemment pensé cette éternité. Donc, c'est parce qu'il a besoin d'un nouveau terme, il aurait pu créer un néologisme, mais au lieu de créer un néologisme, il donne un second sens à un mot existant déjà. Donc, aion, à partir de Platon, signifie en général l'éternité. Donc là, il va créer une image mobile de l'éternité. Et tandis qu'il organise le ciel, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le ciel, c'est l'extrémité de l'univers, puisqu'ils conçoivent l'univers comme sphérique et fini. Et l'extrémité, c'est le ciel, c'est une
c'est le, comment dire, c'est l'extrémité de la sphère, c'est la surface de la sphère sur laquelle sont fixés les astres des constellations. Donc les astres qu'ils appellent fixes, justement, parce qu'ils sont accrochés à cette sphère, et c'est cette enveloppe-là qui tourne, c'est pas les astres eux-mêmes. Eux, ils sont fixes, mais c'est l'enveloppe qui tourne. Dans ce modèle, donc c'est un modèle qui a été conçu par des mathématiciens, en fait, proches de Platon, et qui l'ont conçu surtout pour essayer de rendre compte des mouvements apparents, donc pour essayer de calculer les trajectoires des mouvements apparents et voir comment elles pouvaient s'inscrire dans une série de cercles concentriques qui rendraient compte de leurs mouvements apparemment irréguliers. Donc il y a toute une construction plutôt mathématique en fait derrière cette première description de l'univers. En tout cas, le Dieu créateur là, il organise le ciel. Et c'est pendant qu'il organise le ciel qu'il crée de l'éternité qui demeure dans l'un, donc qui demeure toujours identique. Il crée une image éternelle avançant suivant un nombre. Donc cette copie, elle avance. C'est plus l'éternité parce que l'éternité, elle n'avance pas du tout. L'éternité, c'est quelque chose de toujours identique, quelque chose d'absolument inchangé. Mais là, on a une image qui, elle, avance. Et suivant un nombre, ça veut dire qu'elle est réglée par des rapports numériques. Réglée par des rapports numériques. Et ces rapports numériques, c'est justement les rapports entre les astres. C'est les rapports qu'on peut trouver à partir des astres. Et c'est cela, dit-il, que nous avons appelé le temps. Donc le temps est situé d'emblée par rapport à quelque chose qui est plus connu que lui ou plus facile à comprendre que lui, c'est l'éternité. Donc c'est ce qui est absolu, c'est l'immobilité absolue et qui n'a ni commencement ni fin. Le temps, au contraire, il a un commencement, en tout cas si on en croit le mythe, et il avance, mais suivant des rapports numériques précis. Donc il n'avance pas n'importe comment, il a un ordre très précis. Et c'est pour ça qu'il est créé en même temps que le ciel, parce que ce sont les astres qui donnent ces rapports numériques, qui indiquent ces rapports numériques du temps. Sans les astres, on n'aurait pas le temps. Donc vous voyez qu'en fait Platon conçoit le temps à partir des mesures du temps. Les astres, qu'est-ce qu'ils donnent en fait? Ils donnent les mesures, comme on va le lire par la suite. Mais les mesures, c'est pas exactement le temps. Le temps, c'est une certaine durée qu'on peut constater avec un avant et un après. Mais pour ça, il suffit pas d'avoir les astres. Ce qui manque, il manque justement le mouvement de ces astres. Mais Platon ne fait pas encore très clairement la différence. Donc je poursuis. En effet, les jours, les nuits, les mois et les années, qui n'existaient pas avant que le ciel apparaisse, il en invente la naissance en même temps qu'il constitue celui-ci. Donc, bien sûr, jour et nuit sont liés au soleil, les mois à la lune. Il y avait chez les Grecs un calendrier à la fois solaire et lunaire, avec, évidemment, comme la jonction n'est pas parfaite, il fallait ajouter un court 13e mois pour ajouter le nombre de lunes qui manquait. Enfin, c'était très compliqué. Les années, ça, c'est solaire aussi. Donc, tout ça, il en invente la naissance en même temps qu'il constitue le ciel. Et tout cela, ce sont des parties du temps. Alors voilà qui est quand même plus précis quand on dit des parties du temps. Donc ça veut dire que l'unité de mesure, c'est une partie qui sert de référence pour le reste, une partie qu'on peut reporter autant de fois que nécessaire pour compter un tout, pour compter une durée totale. Et le était et le sera sont des formes du temps qui sont nées et que nous transposons à notre insu à l'existence éternelle à tort. Donc, tous les temps passés et futurs des verbes, on ne pourrait pas en principe les appliquer à l'éternité. Car nous disons qu'elle était, est et sera, alors qu'à vrai dire, le est seulement lui convient. Tandis que le était et le sera ne doivent être utilisés que pour le devenir qui progresse dans le temps, car ils sont des mouvements. Ou plus exactement, car ils décrivent des mouvements, ils s'appliquent à des mouvements. Donc on voit bien que pour qu'on puisse parler de temps, il faut du mouvement. Et pour qu'on puisse dire était et sera, pour qu'il y ait de l'avant et de l'après, il faut du mouvement. Donc l'éternité, elle, étant absolument immobile, ne peut être décrite qu'au présent. Mais à ce qui est toujours de la même façon, sans mouvement, ne convient ni d'être plus vieux ou plus jeune à travers le temps, ni de naître à un certain moment et d'être né maintenant, ni d'être plus tard,
ni en général rien de ce que le devenir a attaché à ce qui nous parvient par la sensation. Mais tout cela est apparu comme des formes du temps qui imitent l'éternité et qui se meut en cercle suivant un nombre. Ça, Aristote le rapporte, il dit, bon, il y a une manière, la seule chose dont on a hérité à propos du temps, c'est de nous dire que lui-même se meut en cercle et donc il y a un rapport avec la sphère, hein, avec le mouvement de la sphère et des astres, mais c'est une certaine confusion parce que c'est pas le temps qui se meut en cercle, c'est la sphère qui se meut en cercle et c'est les astres qui sont entraînés en cercle. Mais le temps lui-même, ça l'empêche pas d'être linéaire. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui se meut. C'est évidemment pas le temps qui se meut. C'est que s'il y a quelque chose qui se meut, on peut dire qu'à partir de là, on tire la durée que couvre ce mouvement. Et c'est ça le temps, plutôt. Donc, j'anticipe, mais je veux dire, très rétrospectivement, il est très clair que là, il y a une forme d'attribution d'attribution au temps de ce qui, en fait, est attribué au mouvement. Donc, il n'y a pas vraiment une distinction assez nette. Et il ajoute ceci en rapport avec l'être. En outre, nous disons aussi des phrases comme « ce qui est advenu est advenu ». Ce qui advient est advenant, ce qui adviendra est à advenir. Et le non-étant est non-étant. Donc, ce qui le dérange, c'est toujours ce « est ». C'est-à-dire, ce qui devient, on dit que c'est. Ce qui est devenu, on dit que c'est devenu. Et chaque fois, on utilise ce mot « être ». Et même pour dire le non-étant est non-étant, on utilise ce mot « être ». Et on ne devrait pas. Et on ne devrait pas parce que, justement, l'être devrait être réservé à ce qui ne devient pas, à ce qui ne se modifie pas, et donc à ce qui est éternel. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la République, l'être, ça doit être réservé aux idées et ne pas être appliqué à tout le sensible. Et vous reconnaissez cette phrase, le non-étant est non-étant, on l'avait vu la semaine dernière chez Aristote, et Aristote nous disait, c'est tout à fait légitime de dire le non-étant est non-étant. Il disait, c'est légitime parce que, justement, le non-étant, il a une certaine existence en tant que non-étant. Parce que, vu qu'il n'est pas un non-étant absolu, vu qu'il n'est pas un rien, il est quand même une négation déterminée, la négation de quelque chose. Donc, il existe en tant que négation de quelque chose. Et donc, c'est tout à fait justifié pour lui de dire « il est non-étant ». Et d'ailleurs, il est tout court, on peut le dire. Donc, vous voyez ici une contradiction très, très forte entre les deux auteurs. Et ce, peut-être à la fin de la vie de Platon. Donc, toutes ces phrases dont aucune n'est dite correctement. Mais ce n'est peut-être pas le moment adéquat à présent pour examiner cette question en détail. C'est une question ontologique, donc il ne fait que la mentionner. Et voilà, ce sera tout sur le temps chez Platon. Donc, directement, on est mené à Aristote. Et là, par contre, on a une longue étude. Ça prend 5 chapitres dans la physique. C'est vraiment une étude approfondie. Et en même temps, c'est une étude très balbutiante, où vraiment Aristote cherche, et en particulier, il cherche les mots adéquats. Il n'a pas de mots sous la main pour dire des tas de choses. Donc, son expression est parfois difficile à comprendre parce que il doit tout créer. Il doit créer en même temps la pensée et l'expression de cette pensée. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien passer par des textes quand je parle d'Aristote, parce que il faut bien saisir la littéralité du texte et puis l'expliquer, parce que si on le paraphrase, on risque de perdre une partie de sa richesse, ou bien on risque d'interpréter sans le savoir. Et donc de partir sur une interprétation qui n'est peut-être pas la seule, surtout que, bon, encore une fois, comme son expression n'est pas claire, c'est assez facile qu'il y ait plusieurs lectures possibles. Donc, voilà, j'ai quand même quelques extraits parmi, disons, les plus importants. Et d'abord, il commence son étude du temps en disant qu'il y a des questions, des difficultés qu'on peut entendre assez couramment. Alors, on ne sait pas ce qu'il entend par couramment. Est-ce que ça veut dire dans les autres écoles philosophiques, ou est-ce que ça veut dire même en dehors des propos philosophiques? C'est difficile à savoir. Mais donc, il dit qu'il y a des questions qui se posent, et notamment quant à l'existence même du temps. C'est-à-dire, il y a des arguments qui disent qu'au fond, le temps n'existe pas parce que aucune de ces parties n'existe. Et donc, ce dont aucune des parties n'existe, le tout ne peut pas exister non plus.
Et pourquoi aucune de ces parties n'existe? Parce que le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, donc il n'est pas. Et finalement, qu'est-ce qui est? C'est le présent, c'est le maintenant. Mais ce maintenant, il est déjà bien connu que si on veut l'entendre au sens strict, c'est-à-dire qu'il ne possède aucune partie ni du passé ni du futur, c'est juste un instantané. C'est juste une limite entre passé et futur. Ça n'a aucune extension, aucune épaisseur. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, ça n'existe pas. C'est pas du temps. Ça n'a pas d'extension. C'est pas du temps. Si c'est pas du temps, on ne sait pas de quoi très bien c'est une limite. Mais en tout cas, on se dit, il n'y a rien qui existe du temps. Rien n'est du temps. Il n'existe pas. Alors, bien sûr, c'est des raisonnements auxquels on peut répondre, mais il commence par dire, c'est pas si simple. Et il pose une autre question à propos de nouveau de cet instant, et plus exactement de cet instant en tant que présent. En tant que présent, dit-il, on peut se demander s'il est toujours le même ou s'il est toujours renouvelé. D'ailleurs, on a cette impression qu'on a tout le temps affaire à des nouveaux présents, comme si les présents n'arrêtaient pas de surgir et puis de disparaître immédiatement, instantanément. Alors, est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'on est toujours dans un présent? Ah ben oui, parce qu'à chaque moment où on se dit « où sommes-nous » on est dans le présent. Chaque fois qu'on essaie de se situer, on est toujours dans le présent. C'est très simple, c'est ce qu'on dira plus tard, la conscience, elle est toujours conscience au présent. On n'a jamais affaire qu'au présent. Si on n'a jamais affaire qu'au présent, si c'est la seule chose qu'on peut saisir là maintenant, est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il est toujours différent? Mais si il est toujours le même, alors en fait, il a une extension infinie. Si c'est toujours le même, il faut dire au contraire qu'il est étendu. Et si c'est pas toujours le même, alors d'où vient-il? D'où surgit chacun? Où disparaît chacun? Et quelle est la liaison entre eux? Donc en fait, ce sont, il faut bien le dire, des réponses insolubles si on les pose de cette façon-là. On va se rendre compte que la question est mal posée, qu'il faut vraiment la poser autrement, et la question sur l'existence du temps aussi. C'est-à-dire, il faut sortir de ce type de mode d'être et envisager des modes d'être complètement différents pour ces réalités-là. Et c'est ce qu'il va essayer de développer progressivement. Annie, oui. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions ou est-ce qu'il faut Oui, pas de problème. Si c'est pour la compréhension, oui. Si on dit, alors j'ai bien saisi la différence entre le temps est immobile et qui s'étire via l'infini en fait, et plutôt la somme des instants qui bougent, et ça qui est quelque chose de vivant et de mobile qui est le temps instantané. Mais si on dit que le temps instantané, c'est la somme de tous les instants vivants qui évoluent et qui ne se ressemblent pas les uns les autres, est-ce qu'on peut dire que la somme de ces instants qui ne se ressemblent pas les uns les autres constitue un temps qui évolue et est différent de l'infini qui est, lui, complètement immobile et égal à lui-même, en fait? Vous voyez ce que je veux dire ou pas trop? Plus ou moins. En fait, il faut faire vraiment très attention au vocabulaire qu'on utilise. Et d'abord, en fait, Aristote n'a pas encore parlé de somme. Il a vraiment pas encore dit, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il va absolument nier, c'est que le temps soit composé des instants. Donc, le temps soit une somme d'instants. C'est quelque chose oui. C'est quelque chose qu'il va refuser. Donc, pour le moment, il n'a encore fait qu'énoncer des difficultés qui viennent de l'extérieur, plutôt, et dont il va montrer, en fait, qu'il faut en parler tout à fait différemment. En revanche, effectivement, il conçoit le temps comme infini, mais on va se rendre compte que le temps infini, c'est pas du tout la même chose que l'éternité de Platon. L'éternité de Platon, elle n'est pas infinie. Elle n'est pas infinie. Parce que ce n'est pas quelque chose, justement, qui a commencé, ou qui n'a pas de limite ni dans un sens ni dans l'autre. Elle ne peut pas être sans limite, tout simplement parce qu'elle n'est pas une extension, justement. L'éternité, c'est pas une extension. Donc, il n'y a pas besoin de la dire ni fini, ni infini. C'est ni l'un ni l'autre. On est fini ou infini que si on est une certaine étendue. Que ce soit dans l'espace ou dans le temps, ça revient au même. Il n'y a qu'une étendue qui peut être finie ou infinie. Il n'y a qu'une grandeur. Mais l'éternité, c'est pas une grandeur. Elle est ni finie, ni infinie. Elle est ce qu'elle est de manière absolument inchangeable, immodifiable. Oui. Et donc, c'est pas un infini. C'est ça qui est. Alors, par contre, Aristote va
concevoir le temps comme infini, c'est-à-dire n'ayant jamais commencé et ne devant jamais se terminer, mais étant une extension, lui. Lui, il est bien une extension pour Aristote. Donc, c'est vraiment deux conceptions bien différentes. Est-ce que pour Aristote, le temps est immobile aussi ou pas? Ah oui, parce que le temps, c'est pas lui qui bouge. Le temps, on va le voir lié au changement, mais là, bon, c'est la suite, hein, ça va être développé par la suite. Le temps est lié au changement, mais lui-même, c'est pas lui qui bouge. Mais ça, c'est quelque chose dont on doit se rendre compte pour nous-mêmes aussi, hein, c'est pas seulement pour Aristote. Je veux dire, quand on dit le temps passe, c'est un abus de langage. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les choses se transforment. Les choses se transforment continuellement. Et donc, on dit, les choses se transforment. La Terre tourne. Ah oui, ça c'est vrai, la Terre tourne. Et donc, au fur et à mesure que la Terre tourne, les aiguilles des horloges aussi. Et donc, on mesure du temps de ce changement. Et donc, nous aussi, on sait que pendant ce temps, on vieillit, etc. Mais c'est pas le temps qui bouge. Lui, il ne fait que mesurer, en fait, ces changements. Donc ça, c'est quelque chose, il faut bien se représenter précisément. Merci Annick, merci. Voilà. Et donc les instants ne sont pas vivants non plus. C'est Platon qui concevait l'univers comme globalement un vivant, dans le sens où il devait avoir, d'après lui, un corps et une âme qui le mettent en mouvement, hein, l'âme servant à mettre en mouvement en fait. Mais chez Aristote, on ne trouve plus du tout cette idée-là. Donc maintenant, on va voir justement quel est ce rapport entre le temps et le mouvement. Je lis l'extrait suivant. « S'il nous arrive de ne pas croire qu'il y a du temps, quand nous ne délimitons aucun changement, mais que notre âme, ou notre esprit, notre conscience, hein, c'est sa manière de dire ça, paraît demeurer dans un état unique et indivisible, tandis que lorsque nous percevons et délimitons un changement, alors nous disons qu'il s'est passé du temps. Il est manifeste que le temps n'existe pas sans mouvement ou changement. » Donc pour le moment, il dit mouvement ou changement de manière indifférenciée. Plus tard dans l'ouvrage, il les différenciera, mais pour le moment, ce n'est pas important. Donc il fait appel à une expérience intérieure, à une expérience subjective. Il dit, si même on ne constate pas de mouvement extérieur, il dit, même supposons même qu'on n'a pas de perception du monde extérieur, mais qu'on a juste la perception de nos mouvements intérieurs. Ça suffit pour se rendre compte que il nous arrive de n'avoir perçu aucun changement, ni intérieur ni extérieur. Pas un changement dans notre esprit, pas une évolution d'une pensée, d'une image, rien du tout. Alors, à ce moment-là, on pense qu'il n'y a pas de temps qui s'est passé. Tandis que dès qu'on perçoit le moindre changement, intérieur ou extérieur, alors en même temps, on se dit « Ah ben, du temps a passé ». Et donc, ça veut dire que le temps nécessairement est toujours lié au changement. On ne peut pas concevoir ou percevoir, se représenter un temps qui existe sans qu'il y ait un changement. Le temps, c'est toujours le temps d'un changement. Donc, c'est toujours quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi, qui appartient à un changement. Et cette expérience subjective, bien sûr, elle ne veut pas dire que le temps dépend de nous, hein, que c'est nous qui mettons ça dans le changement ou que ce serait notre manière de percevoir le changement. C'est pas ça. Pour Aristote, les deux sont vraiment liés. Si nous le sentons de manière intime, c'est aussi comme ça dans les choses. Il y a du temps objectivement. Il ne pense pas du tout que le temps, c'est une invention de nous, mais on va voir plus tard précisément quel est notre rôle. Et donc, il suffit pourvu qu'on affirme qu'il y a du devenir, hein, à moins de dire tout le devenir est une illusion, mais pourvu qu'on reconnaisse qu'il y a du devenir dans les choses, alors il y a aussi du temps. Que donc, le temps n'est ni le mouvement, c'est pas la même chose, il faut les distinguer, ni sans le mouvement, c'est manifeste. Mais puisque nous cherchons ce qu'est le temps, il nous faut saisir en partant de là ce qu'il est du mouvement. Puisque le mu, alors donc, il reprend son analyse qu'il a déjà faite auparavant dans l'ouvrage sur le mouvement. Puisque le mu, donc l'objet mu, n'importe quel objet qui est mu de n'importe quelle façon, est mu de quelque chose vers quelque chose. Un mouvement, c'est toujours entre deux termes. Et que toute grandeur est continue. Tout mouvement se fait aussi sur une certaine grandeur. Donc, cette grandeur, elle peut se trouver dans différentes catégories de choses. Il y a bien sûr la grandeur spatiale. C'est le mouvement le plus connu, c'est le plus familier, celui auquel on pense d'abord, c'est le déplacement.
un déplacement sur une distance, sur une grandeur spatiale. Mais ce n'est pas le seul. Aristote, il appelle aussi mouvement l'altération, c'est-à-dire le changement qualitatif. Je crois que la semaine passée, j'avais déjà parlé de couleur, par exemple. Un changement de couleur, c'est un changement qualitatif, mais c'est aussi un changement qui prend un certain temps. Donc, à partir de là, déjà, on peut mesurer un temps. Et il y a aussi un changement quantitatif, c'est-à-dire la croissance ou la décroissance d'une chose. Une croissance d'une plante, par exemple, c'est un changement quantitatif et ça, bien entendu, ça prend aussi un certain temps. Et il y a aussi, enfin, le changement de substance, c'est-à-dire la génération d'une nouvelle substance ou sa disparition, sa destruction. Donc, il y a 4 types, en fait, de changements qui sont reconnus par lui. Et tout ça, ça s'appelle des grandeurs. C'est-à-dire la quantité est alors une grandeur sur laquelle il y a un changement. La qualité aussi est une grandeur sur laquelle il y a un changement, parce qu'on peut se représenter, par exemple pour les couleurs, l'ensemble des étapes que franchit un changement de couleur. Si une surface passe du blanc au noir, elle passe par une série d'étapes qui, peut-être, c'est pas... c'est sans doute vrai plus pour les mouvements naturels. On pourrait dire, par exemple, si un coucher de soleil passe du jaune au rouge, par exemple, il passe par une série d'étapes, une série de grades, de degrés. Et donc ça, c'est une grandeur. Ça représente vraiment une grandeur. Donc, sur toute grandeur est continue. Ça, c'est une autre thèse physique d'Aristote. C'est que toute grandeur est continue, ça veut dire qu'on peut la diviser à l'infini. Le continu, c'est ce qu'on peut diviser à l'infini. C'est ce dont on n'atteint jamais la plus petite partie, qui n'a pas de plus petite partie. Et ça, il le démontre pour des raisons logiques, des arguments logiques divers que je n'ai pas tellement le temps de reprendre. Mais en tout cas, c'est important pour lui parce que là-dessus, il va étendre cette propriété au mouvement et au temps. Donc, parce que toute grandeur est continue, le mouvement aussi accompagne la grandeur, donc suit la continuité de la grandeur. Donc, tout mouvement est aussi continu. Ça veut dire qu'il peut être divisé en une infinité d'étapes de mouvement. C'est très clair pour un déplacement. Si vous pensez à une marche sur une certaine distance, cette marche, elle a une série d'étapes. Il y a le début de la marche, il y a le milieu de la marche, etc. Et vous pouvez ainsi diviser. En fait, il n'y a pas de nom pour dire tout ça, mais on pourrait la diviser en n'importe quelle portion de cette marche, de ce mouvement lui-même. Et donc, du coup, le temps aussi sera de la même façon continu. En effet, du fait que la grandeur est continue, le mouvement aussi est continu. Et du fait que le mouvement est continu, le temps aussi, car il semble toujours s'être passé autant de temps que de mouvement. Alors, il faut faire attention à cette idée que, alors il s'est passé autant de temps que de mouvement, c'est pas tout à fait rigoureux. Il s'exprime mieux ailleurs, parce que une même différence de changement, une même étendue de changement peut se faire en plus ou moins de temps. Le même rapport, par exemple, du rouge au jaune, le même mouvement qui passe de l'un à l'autre, peut se faire en plus ou moins de temps. Donc, il ne s'est pas vraiment passé la même quantité de temps et de mouvement. La même quantité de mouvement peut se faire en une quantité différente de temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a un temps et un mouvement, on peut diviser proportionnellement les deux. On peut dire, je prends la moitié de ce changement de couleur et j'aurai la moitié du temps. Vous allez me dire, non, il y a l'accélération. Oui, c'est vrai. Il simplifie toujours un peu. Après, parfois, il tient compte aussi de l'accélération quand il faut, mais c'est vrai qu'on peut avoir un changement irrégulier. Donc. Mais quand il a affaire à des changements irréguliers, en fait, il les découpe. Et il dit, bon, essayons de les découper en autant de changements réguliers, parce que il faudra attendre le XVIIe siècle pour pouvoir calculer des mouvements irréguliers. En tout cas, il se demande aussitôt il ajoute, et même la notion d'avant et d'après, qu'on lie au temps, dont on fait quelque chose de spécifique au temps, en fait, elle vient d'abord de la grandeur. De fait, l'antérieur et postérieur est d'abord dans le lieu. Il dit le lieu plutôt que l'espace parce qu'il ne conçoit jamais un espace vide. Pour lui, il n'y a pas d'espace vide. En fait, il y a l'étendue des corps. Et l'étendue des corps, c'est plutôt des lieux. C'est-à-dire, par exemple, une pièce,
c'est l'étendue d'un corps, de l'air. Et c'est plutôt ce qui permet de localiser des choses. Donc, il va plutôt parler de lieu. Parfois, il dit aussi la distance parcourue. En tout cas, ici, il dit donc l'antérieur et le postérieur est d'abord dans le lieu et il y est par la position. Comment est-ce qu'il explique ça dans d'autres passages? C'est qu'il dit, en fait, on a dans un espace, mais ici une étendue spatiale, disons plutôt, une étendue qui est corporelle, on a ce qui est le plus proche d'un point de vue fixé arbitrairement, et puis ce qui est le plus lointain de ce point de vue fixé arbitrairement. Et ce qui est plus proche, on dit que c'est avant, et ce qui est plus lointain, on dit que c'est après. Donc, sans même introduire la notion de temps, en considérant simplement un certain espace, on peut situer, pourvu qu'on prenne un point de référence, n'importe lequel, on peut situer du plus proche et du plus lointain. Et on peut dire, il y a celui qui est avant par rapport à ce point de référence, il y a ce qui est avant et il y a ce qui est après. Donc, antérieur et postérieur se trouvent déjà d'abord dans la grandeur. Et puisque l'antérieur et postérieur se trouvent dans la grandeur, il se trouve aussi nécessairement dans le mouvement proportionnellement à celui-là. C'est-à-dire, si après je conçois un point qui se déplace sur cette distance, il va évidemment d'abord atteindre le plus proche et puis le plus lointain, donc ce sera proportionnel, il va d'abord aussi atteindre la moitié, etc. Ensuite, l'antérieur et postérieur est aussi dans le temps, du fait que l'un accompagne toujours l'autre. Nous connaissons aussi le temps quand nous avons délimité le mouvement. Donc, comment est-ce que maintenant on connaît, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut dire précisément le temps qui s'est passé? Pour pouvoir dire précisément le temps, il faut pour ça délimiter le mouvement. Comment on délimite le mouvement? Donc, comment est-ce qu'on lui met des limites? On le délimite par l'antérieur et postérieur. Et nous disons qu'il s'est passé du temps lorsque nous prenons conscience de l'antérieur et du postérieur dans le mouvement. Le mot conscience, là, c'est un mot très intéressant aussi parce que, en fait, Aristote n'a pas de mot pour dire conscience. Il utilise le mot sensation. Il utilise le mot sensation. Mais on sait que par d'autres passages, par d'autres œuvres, on sait qu'il essaye de dire de différencier en fait la sensation et la conscience, parce qu'il dit on a conscience pas seulement de sensation, on a aussi conscience de penser, on a conscience d'exister, et tout ça c'est pas des sensations. Donc il essaye de dire autre chose avec ce verbe, et là je pense qu'il s'agit vraiment de prendre conscience. Donc quand on prend conscience de l'antérieur et du postérieur, et comment on le fait? Nous délimitons ceux-ci, l'antérieur et le postérieur, en les prenant comme autres, donc comme différents entre eux, avec un intermédiaire différent d'eux. Donc, quand on saisit dans le mouvement ou dans le temps quelque chose qui vient avant, quelque chose qui vient après, et entre eux, un espace, un intermédiaire, une séparation qui est différente d'eux, alors on a délimité quelque chose, on a délimité une portion de temps ou de mouvement. Car lorsque nous pensons les extrémités comme différentes du milieu, et que l'âme dit qu'il y a deux instants, l'un antérieur et l'autre postérieur, alors nous appelons cela le temps. Car ce qui est défini par l'instant semble être le temps, considérons cela comme établi. Donc, vous voyez que les instants ne sont pas seulement le présent, puisque là, bien entendu, on pourrait pas saisir deux présents en même temps. Donc, on peut pas. Le mot instant, c'est le même que le mot maintenant chez Aristote. Donc, quand je vous disais son vocabulaire n'est pas précis, dans ce cas-là non plus. Il dit le maintenant. Et donc, il y a parfois des traductions qui gardent ça, qui gardent le mot le maintenant. Mais en fait, on pourrait jamais dire il y a le maintenant d'avant et le maintenant d'après. C'est plus des maintenant. Donc, en fait, c'est mieux de dire c'est les instants. C'est sûr qu'il veut dire ça. Qu'on peut saisir en fait dans toute la ligne du temps des instants à peu près partout. C'est ça aussi la notion de continu. C'est qu'à tout moment dans la continuité du temps, on peut nous fixer, nous dans notre esprit, dans notre représentation, on peut nous fixer un instant précis. Et cet instant, qu'est-ce qu'il est? Il est une limite. Quand on fixe un instant dans le temps, c'est pour délimiter des portions différentes de temps. Donc, l'instant, c'est juste une limite. Et il a recours à la géométrie pour dire que c'est la même situation que le point sur la ligne. Quand on a une ligne géométrique,
on peut la diviser en un point, et ce point, en tant qu'il est extrémité de la ligne, il n'a aucune épaisseur. C'est ce qu'on avait vu aussi la fois dernière. Il n'a aucune épaisseur. Il est juste la terminaison de la ligne. Mais il n'est pas ligne lui-même. Donc, il n'a pas de grandeur, il n'a pas d'extension lui-même. Il n'est pas ligne. Et pour le temps, c'est la même chose. Sauf que la seule grande différence, mais elle est de taille, c'est que le temps, on ne peut pas le diviser vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer ces portions. On ne peut pas l'arrêter. On peut juste dire, bon, un mouvement s'arrête. Là où on peut dire le mouvement s'arrête donc à un certain instant du temps, mais le temps, lui, ne s'arrête pas pour autant. Le temps continue. Le temps est infini parce qu'en fait, dit Aristote, de l'autre côté de cet instant, il y a toujours une nouvelle portion de temps qui continue. Il est impossible de l'arrêter. Donc, ça voudra dire aussi qu'il faudra toujours concevoir un certain mouvement ou changement dont ce temps est le temps, est la durée. Ça veut dire aussi que l'univers ne peut jamais s'arrêter parce que si dans l'univers, il n'y avait plus du tout aucun changement, le temps s'arrêterait aussi. Or, le temps ne peut pas s'arrêter à cause de à cause de ce statut spécial de l'instant, à cause du fait qu'un instant n'a de sens qu'entre deux portions de temps. Donc, le temps ne peut pas s'arrêter et donc, par conséquent, c'est un argument pour Aristote, en tout cas, c'est un argument pour dire qu'il y aura toujours du changement dans l'univers. Moi, je vais y revenir pour savoir justement lequel. Donc, dès que l'âme dit qu'il y a deux instants, alors nous appelons cela le temps. Et donc, le temps, il est défini ou délimité par des instants. C'est ça qu'on appelle le temps. Car voilà ce qu'est le temps. Et alors, il introduit ce qu'on considère comme vraiment la définition en bonne et due forme du temps. C'est le nombre du mouvement selon l'antérieur et postérieur. Et cette définition, elle a été très vite mal comprise. D'abord, le mot nombre, il a été très vite mal compris. Et ensuite aussi, l'antérieur et postérieur. Mais ça, l'antérieur et postérieur, il nous l'a déjà expliqué. Il nous a déjà dit que c'est ce qui permet de délimiter le temps, c'était de distinguer deux instants différents. Et c'est suivant cela qu'on saisit qu'il y a du temps, ou encore si on saisit un seul instant, mais séparant deux portions différentes, si on a une notion de changement avant et changement après cet instant. Alors aussi, en fonction de ça, on peut situer du temps. Mais ce qui est difficile, c'est la notion de nombre. Alors, il va essayer de nous l'expliquer. D'abord, un indice en est, donc un indice que... non, pardon, j'ai passé une phrase. Le temps n'est donc pas mouvement, mais en tant que le mouvement possède un nombre. Un indice de cela, que le mouvement possède un nombre, c'est que nous distinguons le plus et le moins par le nombre, et nous distinguons un mouvement plus ou moins long par le temps. Le temps, c'est ce qui permet de dire si un mouvement est plus ou moins long. Donc, le temps est un certain nombre. Mais puisque le nombre existe de deux façons, ça veut dire qu'il y a deux types de nombres, deux types distincts de nombres. Nous appelons nombre le nombré et le nombrable, d'une part. Donc, nombré, c'est en acte, nombrable en puissance. Donc, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on appelle aussi nombre ce par quoi nous nombrons. Et le temps, ce sera le nombré, et non pas ce par quoi nous nombrons. Ce par quoi nous nombrons, c'est très simple, c'est le nombre mathématique, c'est l'arithmétique, c'est le 1, 2, 3, etc. C'est toute la série des nombres. Ça, c'est ce par quoi nous nombrons, c'est le nombre nombrant. Mais qu'est-ce que c'est que le nombré? On n'a pas du tout l'habitude d'avoir affaire à ce terme. De fait, c'est lui qui a recours de nouveau à ce mot en y ajoutant une signification nouvelle. Il donne un exemple, il dit si vous comparez 10 chiens et 10 chevaux, 10 chiens et 10 chevaux partagent le nombre nombrant qui est le 10. C'est le même dans les deux cas. Il n'y a rien qui distingue ce 10 d'un groupe et de l'autre groupe. Mais quel est le nombré dans chacun des deux groupes? Le nombré, c'est le fait que chacun des deux groupes a vraiment cette propriété d'être 10 unités. Il y a vraiment 10 chiens et 10 chevaux. C'est dans les choses, ça. C'est ces groupes qui sont vraiment composés de 10. Et donc, cette dizaine-là, ce n'est pas la dizaine arithmétique, ça. C'est une propriété réelle de ces objets. Et cette propriété réelle, c'est ça qu'il appelle le nombre nombré. C'est le fait que ce groupe
de corps comporte 10 unités. Et c'est une propriété réelle. Et ces 10 unités, alors, on va leur appliquer le mot 10, qui est le nombre arithmétique. Donc, vous voyez, voilà ce que c'est le nombre. C'est une propriété réelle des choses. Mais vous allez me dire, oui, mais il y a quand même une grande différence. C'est que dans ce cas, on a affaire à des unités discrètes. On a une quantité discrète. On a des unités séparées. Or, il vient de nous dire que le temps est un continu. Alors, comment est-ce qu'il peut être le même type de nombre? C'est quoi alors le nombré quand on a affaire à un continu? Et c'est vrai que d'habitude, Aristote, enfin ailleurs, quand il parle plus exactement des différents types de quantités, il commence par diviser la quantité en discrète et continue. Une quantité continue, il l'appelle justement une grandeur. Et une quantité discrète, il l'appelle une multiplicité. Donc, quand il y a une quantité avec d'éléments discrets, d'éléments séparés les uns des autres, c'est une multiplicité. Mais une grandeur, c'est aussi une quantité. Donc, puisque c'est mesurable, etc., c'est une propriété quantitative d'une chose, une grandeur. Et donc, il faut comprendre que le temps est de ce côté-là. C'est une grandeur. Mais pourquoi il ne dit pas simplement alors que le temps, c'est une grandeur? Eh bien, en fait, il peut pas, il dit, c'est pas directement une grandeur, parce que on a les grandeurs sur lesquelles il peut y avoir des changements, à propos desquels il peut y avoir des changements. C'est les 4 types de grandeurs que je vous ai dit tout à l'heure. Ces grandeurs-là, elles sont des grandeurs, effectivement, au sens propre. Le mouvement, qu'est-ce qu'il est par rapport à ces grandeurs? Il est plutôt une propriété déjà de ces grandeurs, parce que ces grandeurs sont capables de changer, sont capables d'évoluer, de se modifier. Donc, des grandeurs qui sont capables de se modifier, elles ont donc le changement comme propriété. Donc, le changement n'est pas une grandeur, il est une propriété des grandeurs. Et le temps, eh bien, c'est une propriété au carré, si vous voulez. C'est une propriété du changement qui est déjà une propriété des grandeurs. Donc, c'est une propriété de propriété. Et c'est comme ça qu'il dit parfois le temps est une quantité par accident, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'autre chose, une propriété indirecte, médiate. Donc voilà pourquoi il l'appelle nombre et il ne l'appelle pas simplement grandeur ou quantité, parce que ce ne serait pas exact. Donc comme il n'a pas de mot pour dire propriété d'une grandeur, il a recours au terme de nombre nombré, qui n'existait pas avant lui. Nombre nombré, ça n'avait jamais été dit. Mais comme il ne l'explique pas extrêmement bien, il faut bien le reconnaître, eh bien, il n'a pas du tout été compris. C'est une théorie qui n'a pas été poursuivie après lui. C'est-à-dire, elle a été retrouvée plusieurs siècles après par certains néoplatoniciens qui l'ont bien compris. Mais alors, ils venaient en concurrence chez eux avec Platon, donc c'était compliqué pour eux de trop l'admettre aussi. Donc voilà, ça va cette notion de nombre nombré du coup. Et donc on a bien avancé parce qu'on voit bien du coup ce qu'est le temps en tant que propriété du mouvement, propriété d'une grandeur. Et alors évidemment se pose la question de savoir, mais s'il s'agit d'un nombré, est-ce que qui va nombrer ce nombré? Qui va le nombrer? Donc il pose la question de c'est le texte suivant. On pourrait se demander si, sans l'existence de l'âme, d'une âme quelconque, un esprit capable de compter, le temps existerait ou pas. Car s'il est impossible qu'existe ce qui nombrera, il est aussi impossible qu'existe quelque chose de nombrable. Même en puissance, parce que je vous avais dit la semaine dernière que pour Aristote, l'acte précède la puissance, c'est-à-dire ce qui ne peut jamais par définition être en acte n'est pas non plus en puissance. Si cet acte est impossible, on ne dira jamais qu'il y a une puissance de cet acte, puisque puissance, ça veut dire possible. Ça serait contradictoire de dire que quelque chose n'existe qu'en puissance, mais que son acte est impossible. Donc, s'il est impossible de nombrer parce qu'il n'y a rien qui soit capable, il n'y a pas une faculté de nombrer quelque part, alors on ne dira même pas qu'il y a du nombrable. Il y a du nombrable. Donc, on peut vraiment se demander... alors peut-être il est aussi impossible qu'existe quelque chose de nombrable. Par conséquent, il est clair qu'il n'y aura pas non plus de nombre. En effet, le nombre est soit ce qui a été nombré, soit ce qui est nombrable. Donc il parle du nombre nombré ici.
Or, si rien d'autre ne peut par nature nombrer que l'âme et même l'intelligence de l'âme, c'est pour ça que je vous avais dit, c'est pas seulement une sensation. Si on veut dire précisément combien il y a de temps, il faut de l'intelligence aussi. Il est impossible que le temps existe si l'âme n'existe pas. Mais tout de suite, il ajoute, excepté ce qui est la condition du temps, par exemple, s'il est possible que le mouvement existe sans l'âme. Or, l'antérieur et postérieur est dans le mouvement, et le temps est ceci en tant qu'ils sont nombrables. Donc, c'est une réponse mitigée, une réponse entre les deux. D'une certaine façon, oui, le temps existe dès qu'il y a mouvement, puisque dès ce moment-là, il y a un antérieur et un postérieur, il y a un avant et un après de ce mouvement, et ceux-là, ils sont d'emblée nombrables. Mais ils ne deviendront nombrés que si une âme existe qui puisse les nombrer. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il appelle l'intelligence de l'âme? Oui, ça veut dire donc, en fait, ce qu'il appelle l'âme, c'est l'ensemble des fonctions d'un corps vivant. Et donc, selon, il voit une âme dans les plantes, c'est-à-dire c'est l'ensemble des fonctions vitales de la plante. Même chose chez les animaux, etc. Donc, et chez les humains, une de ces fonctions, c'est l'intelligence. Donc, ce qui veut dire, c'est que pour nombrer, il ne faut pas n'importe quelle âme. L'âme des plantes ne nombre pas, par exemple. Il faut, voilà, il faut qu'il y ait cette faculté. Merci. Bon, alors donc ça veut dire que clairement le devenir existe indépendamment de nous, le devenir de l'univers existe indépendamment de nous, puisqu'il y a ce devenir, ce changement, il y a le temps comme nombrable, mais en fin de compte, il fait une exception ici et il dit, oui, le temps, il n'existe que comme puissance, que comme nombrable s'il n'y a pas une âme pour le nombrer. Donc il fait une exception en fait dans sa théorie de l'acte et de la puissance en acceptant que s'il n'y a pas d'âme, il n'y aura que du nombrable. Et puis se pose la question de savoir quelles sont les choses qui sont soumises au temps, qui sont temporelles, et quelles sont les choses qui ne sont pas temporelles. Donc qui n'ont rien à voir en fait avec le temps. Donc c'est bien sûr parce que Platon avait tellement insisté là-dessus, sur les états non temporels, qu'il veut aussi faire le point là-dessus. Donc il dit, d'une manière générale, si le temps est mesure du mouvement par soi et des autres choses par accident, alors là j'ai passé plein de passages, mais qu'est-ce que c'est cette différence entre être nombre du mouvement par soi et d'autres choses par accident? Il est le nombre du mouvement directement. C'est-à-dire, ça, c'est sa définition, et il est immédiatement lié à un certain mouvement. Mais par accident, ça veut dire par l'intermédiaire d'autres choses, il peut aussi il peut nombrer d'autres choses. Par exemple, par excellence d'ailleurs, le repos. Si une chose est tantôt en mouvement, tantôt en repos, c'est pas parce que à un certain moment elle est immobile que pour autant le temps s'arrête pour elle. En fait, le temps nombre aussi bien son son repos que son mouvement. Mais ça doit être par l'intermédiaire d'un autre mouvement. Supposons par exemple que dans l'univers entier, à un certain moment, toutes les choses soient en repos, qu'il n'y ait plus aucun mouvement. À ce moment-là, il n'y aura plus aucun temps. Mais si une chose quelconque, partielle, à un certain moment est totalement en repos, ça n'empêchera pas du tout le temps de continuer parce que le relais sera pris par tous les autres mouvements qui continuent. Et donc, ce sera toujours par rapport à un autre mouvement qu'on dira le repos a duré autant. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tout le temps. Combien de temps quelqu'un est resté immobile? Combien de temps quelqu'un est resté endormi? Par quoi on le mesure? Par le mouvement d'autre chose. On mesure toujours par le mouvement d'autre chose. Donc, tant qu'on peut recourir au mouvement d'autre chose, on peut aussi indirectement donc reporter ce mouvement sur ce qui est en repos à ce moment-là. Mais donc, en général, la plupart des choses, elles sont susceptibles à la fois de mouvement et de repos. Et donc, tantôt, c'est directement leur mouvement qu'on mesure, tantôt, c'est leur repos par l'intermédiaire d'un autre mouvement. Bon. Donc ça, c'est juste pour expliquer le par soi et par accident.
il est clair que pour les choses dont il mesure l'être, toeinai, donc l'infinitif du verbe, c'est-à-dire le fait d'être, l'action d'être, l'acte d'être, et ça, donc ça veut dire l'existence, le cours de leur existence. Donc toutes les choses dont le temps mesure le cours de l'existence, c'est-à-dire on pourra dire combien de temps dure leur existence. Pour toutes ces choses, l'être consistera en le repos ou le mouvement. Donc toutes ces choses existeront en tant qu'en repos ou en tant qu'en mouvement. Et toujours cette existence qui est un devenir, l'existence en elle-même est un devenir. Parce que même une chose, quand elle est immobile, elle continue à devenir, ça y est, continue à se transformer, à passer de sa naissance à sa destruction. Elle continue à aller vers sa destruction, en somme. Et donc, elle continue à devenir toujours. Donc, son être est ou dans le repos ou dans le mouvement, mais de toute façon, le temps mesure ce cours. Donc, tout ce qui est susceptible d'être détruit et devenir à l'être, donc tout ce qui a une naissance et une fin, et qui, d'une manière générale, tantôt est, tantôt n'est pas, donc est limité dans le temps, va cesser d'exister ou n'a pas encore commencé à exister, tout cela est nécessairement dans le temps. Et le critère pour le reconnaître, c'est car il y a un temps plus grand qui excède leur être et qui excède le temps mesurant leur existence. Donc, on a un temps qui correspond à leur existence, qui est exactement le temps entre leur naissance et leur mort, mais ce temps-là, il est inclus dans un temps plus vaste. Et ça, c'est une manière de dire, ces choses-là, elles sont aussi incluses dans ce temps plus vaste. Et puis, on peut prendre ce temps plus vaste et se dire, est-ce que lui-même est dans un temps encore plus vaste? Et ainsi de suite. Et finalement, on va arriver à quoi? Au temps infini. Et lui ne sera plus inclus dans un autre temps, puisqu'il est infini. Donc, on peut considérer aussi la totalité du temps. On peut considérer le temps comme un tout, le temps infini comme un tout, sauf que c'est une totalité inachevée, puisqu'il est infini, une totalité inachevée, non close. Donc, Annick, oui. Il y aurait le temps individuel, le temps collectif et le temps universel, quoi. En fait, il y a trois formes de temps. Enfin... On peut le partager comme ça aussi, oui. On peut dire que chaque chose individuellement a son temps propre. Et là, on rejoint la signification qu'on a vue chez Héraclite. Le temps de vie de chaque chose. Il y a un temps de vie de chaque chose. Et celui-là, on peut l'appeler aion plutôt. Mais de toute façon, à cette époque, on appelle tout chronos. On les appelle tous chronos. Et puis, c'est vrai qu'il y a un temps, disons, plus vaste, qu'on peut dire, par exemple, le temps d'existence de la Terre, où on prend une entité beaucoup plus durable. Et puis, il y a, on peut prendre chaque fois des entités de plus en plus durables, de plus en plus longues, et finalement, on n'arrivera jamais au temps infini. Enfin, on sait bien que tout, d'une certaine manière, s'inscrit dans ce temps infini. Oui. Et est-ce qu'on va aborder aussi, j'avais juste une question, après je me tais pour tout le temps. Est-ce qu'on va aborder à un moment donné le temps subjectif et le temps objectif? Oui. Ah oui, super, ok. J'ai plus où je vais. Ah oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est susceptible d'être détruit et de devenir à l'être, et qui, d'une manière générale, tantôt est, tantôt n'est pas, est nécessairement dans le temps, car il y a un temps plus grand qui excède leur être et le temps mesurant leur existence. Il précise ça parce qu'il dit, bon, l'expression dans le temps, on l'utilise habituellement, mais il ne faut pas l'avoir comme une inclusion dans le lieu. En fait, ça ne veut pas dire qu'on est dans quelque chose qui préexiste. Parce que sinon, on croirait que le contenant est là avant le contenu. Or, c'est quelque chose d'important pour Aristote de dire le temps, il n'existe pas avant les corps. On ne peut pas concevoir un temps qui existe tout seul et qui serait une sorte de réceptacle où les choses viendraient s'inscrire. Et donc, le dans donne cette fausse idée. Mais il le justifie simplement en disant, bon, mais ça... les temps plus brefs s'inscrivent dans les temps plus longs. C'est simplement dans ce sens-là que ça a un sens, de dire dans. Tandis que, donc à quoi ça s'oppose? Ça, c'est les étangs temporels, évidemment. Tandis que de tous les non-étangs que contient le temps, les uns étaient, comme Homère était un jour, mais n'est plus. Les autres seront,
comme une des choses futures, selon le côté où le temps les contient. Donc, il y a des non-étants, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas. Elles ne sont pas pour le moment, mais elles ont été, et elles ont été dans un certain temps, qui s'inscrit dans le temps infini. Comme Homère, donc on peut dire elles étaient dans le temps. Et elles le sont toujours, c'est-à-dire si on considère le temps dans sa totalité, si on se le représente dans sa totalité, elles sont toujours dedans, elles n'en sont pas sorties, sauf que c'est dans une période passée. Même chose pour les choses qui ne sont pas encore advenues, mais qui viendront plus tard. Donc tout ça est dans le temps. Ce sont des non-étants, mais c'est quand même dans le temps. Et s'il les contient des deux côtés, ils pourront à la fois avoir été et devoir être. Mais ceux qui ne le contiennent d'aucune façon, n'étaient, ni ne sont, ni ne seront. Et qu'est-ce que c'est les non-étants, ou d'ailleurs les étants, vous allez voir, qui ne sont contenus d'aucune façon dans le temps infini. Tels sont tous les non-étants dont les opposés existent toujours, donc dont les opposés sont des étants éternels, justement. Comme existe toujours l'incommensurabilité de la diagonale. C'est un exemple scolaire qui ressort tout le temps quand on veut donner un exemple de vérité mathématique. Donc l'incommensurabilité, c'est celle de la diagonale du carré par rapport à son côté. Alors pourquoi on dit incommensurable? C'est parce qu'on ne peut pas les mettre sous une fraction finie. On ne peut pas les exprimer par un nombre fini de décimales. Et donc ça, ils considéraient ça comme donc une impossibilité de donner une mesure commune à la diagonale et au côté du carré. C'est la découverte des irrationnels, c'est-à-dire ce qui ne peut pas entrer dans un logos, une proportion finie. Donc c'est un exemple classique, l'incommensurabilité d'une vérité mathématique, d'une propriété mathématique. Et l'opposé de cela, c'est donc un non-étant éternel. Je veux dire, c'est quelque chose d'éternellement faux. C'est une fausseté éternelle, le contraire de cela. Et celle-ci, donc l'incommensurabilité, c'est-à-dire la vérité mathématique, elle ne sera pas dans le temps. Donc, pas davantage sa commensurabilité, c'est-à-dire ce qui est impossible, et c'est pourquoi elle n'est jamais, parce qu'elle est contraire à ce qui est toujours. Donc, aussi bien ce qui est toujours éternellement que ce qui n'est jamais éternellement, parce que c'est absolument impossible, eh bien, les uns comme les autres ne sont pas dans le temps, ils ne sont pas pris dans le temps infini. Donc, on retrouve quand même chez Aristote un petit vestige de l'éternité platonicienne, mais uniquement ici à propos des théorèmes mathématiques, en fait, des vérités mathématiques, des propriétés mathématiques. Et donc, on peut se demander, mais comment Aristote conçoit leur existence, puisque il ne reconnaît pas l'existence d'idées, il ne reconnaît pas qu'il existe des formes indépendantes des corps. Donc, où se trouvent alors ces propriétés mathématiques et sous quelle forme, si ce n'est pas dans une existence éternelle séparée? Elle se trouve dans les corps, elle se trouve bien dans les corps, c'est-à-dire il y a bien la possibilité, et donc on parle de nouveau d'être en puissance là, il y a bien la possibilité dans les corps physiques de découper des carrés, et une fois découpé ce carré, que ce carré possède cette propriété d'incommensurabilité de sa diagonale. Donc ça existe vraiment dans les corps en puissance. Et effectivement, de la même manière que tout à l'heure avec les portions de temps, tant que personne ne viendra les découper, ces carrés, et faire effectivement l'énoncé de cette propriété mathématique, ça restera en puissance. Et chaque fois que quelqu'un les pensera, ces propriétés, elles seront aussi en acte. Mais donc, de la même façon, si jamais personne ne les pense, si on arrête totalement de faire des mathématiques pour une raison ou une autre, elles seront toujours là en puissance, mais en puissance seulement. En puissance seulement. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dans le temps? En fait, leur expression ou leur pensée est dans le temps, puisque ça dépend d'un être comme nous qui est temporel. Donc, leur expression est dans le temps. Leur formulation, leur écriture, etc., ça c'est dans le temps. Mais leur existence dans les corps, elle est toujours, et surtout, elle ne se transforme pas. Tout le reste de l'univers se transforme. Même les astres, dit Aristote, sans doute, ils sont incorruptibles, ils ne vont pas disparaître, mais ils sont en mouvement. Donc, ils ont quand même quelque chose par quoi ils s'inscrivent dans le temps. Par leur mouvement, ils s'inscrivent quand même dans le temps. Mais ça,
une propriété mathématique. Ça ne change aucunement, ça ne subit aucun changement, jamais. Parce que je vous rappelle, le passage de puissance à acte, ce n'est pas un changement. Donc le fait qu'elles se mettent à être pensées, enfin, qu'elles sont pensées de l'extérieur, ça ne les change pas. Donc, elles ne changent jamais et c'est pourquoi elles ne sont pas dans le temps. Donc il y a quand même des êtres très spéciaux, mais ça ne concerne pas énormément de choses. Ça concerne juste ça. Qu'est-ce que je vous ai pas encore dit? Aristote est très préoccupé de savoir aussi qu'est-ce qui fait l'unité de tous les temps, et puis il faut qu'il réponde aussi à sa première question du début de l'enquête, qui était est-ce que les instants sont toujours les mêmes ou toujours différents? Donc maintenant, il va répondre à ces deux questions et il va essayer de donner donc une unité de tous les temps, enfin voir s'il y en a une. Alors il dit il y a une unité qui est très simple, c'est que tous les temps sont les mêmes par l'espèce, c'est-à-dire ont la même nature. Donc si je prends le temps de tel mouvement, le temps de tel mouvement, le temps de tel mouvement, ils sont tous différents, mais ils sont différents en tant que portions de temps, ce sont des portions autres. Mais ils sont tous de même nature, c'est toujours la même essence temps que je leur applique. Donc il y a une unité spécifique, une unité d'espèce, ça c'est très simple. Mais il y a quand même aussi une autre unité à laquelle il tient, c'est l'unité c'est l'unité qui fonde ce temps infini. Parce que pour qu'il y ait ce temps infini, il faut qu'il y ait un changement infini, comme je vous disais. Ce changement infini, il pourrait considérer qu'il est assuré pourvu qu'il y ait toujours au moins une chose dans l'univers qui ait au moins un changement. Ça suffirait, pourvu qu'il y en ait tout le temps, qu'elle se relaye, qu'elle se superpose, mais en tout cas, qu'il y en ait toujours au moins une. Et jamais d'interruption totale, ça lui suffirait. Mais ça lui paraît être une garantie très compliquée, ça. Il lui semble que pour avoir une garantie d'un temps infini, il vaut mieux concevoir un changement infini. Et il se fait que justement, il n'a pas besoin d'aller loin pour en trouver un, puisque c'était quelque chose de tout à fait partagé dans l'Antiquité, que le mouvement des astres était toujours le même et n'allait pas s'arrêter. Et donc, puisque ce mouvement n'allait pas s'arrêter, de fait, il y a un temps infini qui est le temps de ce changement-là. Donc, c'était une garantie qui était, disons, pour l'époque, facile aussi. Donc, il s'en empare aussi. Après, il y a une troisième forme qui est plus spéciale, c'est qu'il considère qu'il y a des temps simultanés, de mouvements simultanés. Si on considère deux mouvements qui commencent exactement au même instant et se terminent exactement au même instant, alors, dit-il, les temps de ces deux mouvements sont un seul et même. On ne va pas dire qu'il y a deux temps simultanés. On va dire qu'il y a deux mouvements simultanés, ce qui signifie ces deux mouvements ont le même temps, ont exactement le même temps, puisque une portion de temps est définie par le même instant de départ, le même instant de fin. Donc là, il y a une certaine identité possible entre deux temps. Mais vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui garantit que c'est le même instant? Comment on va pouvoir dire, est-ce qu'il y a un instant qui est le même dans tout l'univers pour tous les changements, enfin, et d'où on puisse faire donc partir des changements à partir de ce même instant et qui se termine aussi à un même instant. Comment on fixe ces instants? Comment on détermine lesquels sont les mêmes dans tout l'univers? Et donc, ça revient à ce problème de l'identité de l'instant. Alors, je vais d'abord lire l'extrait, puis je vais pouvoir vous dire un petit peu plus. Donc, de même que le mouvement est toujours autre, le temps aussi. Le temps est toujours autre, puisqu'il est toujours renouvelé, c'est toujours celui qui était futur devient présent puis devient passé, il est toujours renouvelé. Mais le temps pris tout ensemble est le même. Donc le temps en tant que temps infini, en tant que totalité inachevée, on peut dire c'est un seul, il forme un tout continu, il est un par sa continuité. Mais le fait de dire le temps est toujours autre a une implication importante sur son mode d'être. Il y a un passage parlant justement de l'infini, un passage de la physique sur l'infini, consacré à l'infini, et pas au temps, où Aristote dit l'infini, il a un mode d'être très particulier. En fait, l'infini, il existe, mais
il existe comme, par définition, ce qu'on ne peut jamais parcourir, ce qui n'a jamais de terme, ce qui n'est jamais achevé. Et donc, c'est ça son mode d'être. Il dit, c'est la même chose pour le temps. C'est ce qui n'est jamais. Son mode d'être, c'est de n'être jamais achevé, et c'est de aussi ne jamais avoir deux parties qui coexistent. Donc ça, c'est plus particulièrement le cas pour le mouvement et pour le temps. C'est pas le cas pour tout infini, parce que si on pense par exemple à la suite des nombres qui est infinie ou à un espace infini, il n'y a pas de problème de coexistence des parties. Mais là, il y a un problème de coexistence des parties, c'est-à-dire dans le mouvement et dans le temps, aucune partie ne peut jamais coexister avec une autre. Donc, ils sont définis par la succession autant que par la continuité. Et donc, ce mode d'être particulier, il se trouve dans la définition du temps, dans la partie selon l'antérieur et postérieur. Puisque s'il y a tout constamment de l'antérieur et du postérieur, ça signifie qu'il y a constamment une certaine succession et que c'est là aussi que, en prenant en même temps la propriété de continuité et la propriété de succession, c'est là qu'il peut dire le temps n'est pas une succession d'instants, mais il est une succession de portions de temps dont on ne peut jamais atteindre la plus petite. On sait qu'on peut toujours plus diviser parce que si on prend une certaine distance parcourue et une certaine quantité de temps, en fait, si on divise le temps si on divise la distance parcourue, on devra aussi diviser le temps. Si on divise le temps, on devra aussi diviser la distance parcourue. Or, on peut toujours prendre un plus petit de l'un ou de l'autre et ça entraînera aussitôt aussi la division de l'autre. Donc, en prenant les deux ensemble, on se trouve sur un mode d'être tout à fait particulier dont on ne peut jamais saisir, sinon sous la forme d'une limite fugitive, on ne peut jamais saisir une portion. Et c'est là que se trouve le rapport entre le temps objectif et le temps subjectif. C'est que le temps objectif, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété des changements. Il existe réellement, même si il n'y avait jamais de sujet pour en avoir conscience, il existe réellement en tant que cette propriété-là du changement, à savoir que le changement dure. Que le changement dure et qu'il peut avoir des durées différentes. Donc ça, c'est du temps objectif. Et que, en plus, dans cette durée, il n'y a aucune coexistence des différentes étapes. Ça aussi, c'est objectif. Mais l'intervention subjective, c'est que pour se rendre compte qu'il y a une durée, il faut retenir quelque chose qui est passé et le comparer à ce qui est maintenant, ou bien à ce qui viendra. Donc, pour pouvoir juger qu'il y a une durée, il faut pouvoir retenir deux choses dont une, au moins, n'est pas présente. Et donc, il faut justement un être capable de retenir ou d'imaginer quelque chose qui n'est pas présent. Et c'est là qu'on arrive à la nécessité d'un animal qui possède une certaine mémoire. Et Aristote dit dans un traité qui consacre à la mémoire, il dit « Seuls ont la mémoire les animaux qui ont la sensation du temps ». Et on ne sait pas trop dans quel sens ça va. Quelle est la condition de l'autre? Parce que la mémoire, ça a un sens particulier chez Aristote. La mémoire, c'est pas juste la rétention de quelque chose de passé. La mémoire, c'est la situation de la conscience par rapport à son propre passé. Donc, il l'exprime sous cette forme. Quand on est en acte de se souvenir de quelque chose, c'est que non seulement on se représente une scène du passé, mais surtout, en même temps, on se représente en outre, on sent en outre, dit-il, que on a vécu déjà cela auparavant. Donc, en fait, on doit se situer soi-même dans son propre passé et se dire, cette image, cette scène que j'imagine là, elle se situe dans mon propre passé. Alors, c'est un acte de mémoire. C'est ça qui distingue un acte de mémoire d'une simple imagination. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir pas seulement se rendre compte que le temps passe,
que le temps passe, que le devenir a une certaine durée qui passe. Mais il ne faut pas seulement sentir ça pour avoir de la mémoire. Il faut être capable de se situer par rapport à son propre passé. Donc, ça demande une forme de réflexivité, de se dire, moi, j'ai déjà vécu cela. Et c'est pas la même chose non plus que de tirer expérience du passé. Si, par exemple, un animal a déjà vécu plusieurs fois le même type d'expérience et qu'on remarque que grâce à ça, il réagit de mieux en mieux à une certaine situation, ça ne veut pas dire qu'il en a la mémoire au sens où vient de le dire Aristote. Ça ne veut pas dire qu'il situe ses expériences dans son propre passé. Ça veut juste dire qu'il fait une association désormais. Il a appris l'association entre une certaine situation et ce qui viendra après, une certaine conséquence de cette situation. Donc, il a appris à y réagir. Mais situer ça dans son propre passé, ça veut dire savoir dire dans mon propre passé, j'ai vécu ça. Donc, c'est autre chose. Il donne beaucoup plus de sens à la mémoire que ce qu'on fait habituellement. Mais en tout cas, une condition, bien entendu, de la mémoire, même si elle n'est pas suffisante, c'est de sentir le temps. C'est de faire la différence entre le passé, le présent et l'avenir. Et donc ça fait partie de toute cette partie du temps subjectif, c'est-à-dire dans le devenir de l'univers, on peut dire que ce qui existe, ce n'est jamais que l'état présent. À tout moment, un état présent existe. Mais le passé et le futur n'existent pas dans l'univers en tant que tel. Puisque pour avoir un passé, il faut une conscience capable de dire « j'ai déjà vécu ça » ou « ceci est déjà passé ». Et pour avoir un futur, il faut qu'il y ait une conscience aussi qui projette quelque chose qui n'est pas encore et qui se dise « ah, ça va arriver ». Mais dans l'univers, il n'y a pas ça. Enfin, indépendamment, encore une fois, des consciences. Dans un univers sans conscience, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Il y a des situations et rien n'est là pour dire que ces situations se succèdent. Il n'y a pas de relation entre elles, en fait. Il n'y a pas de relation entre elles. Donc, même si nous, on se dit, le devenir est quand même continu dans cet univers, oui, le devenir est quand même continu, mais il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, parce que le passé et l'avenir, ce sont des relations qu'on établit à partir du présent et qu'on établit seulement si on a conscience de ce que ça veut dire, ces notions. Donc c'est là, évidemment, toute la dimension subjective du temps, c'est ça. C'est de reconnaître le passé comme passé et l'avenir comme avenir. Et donc ça, on le trouve chez Aristote, mais encore une fois, il faut le chercher. C'est pas systématique comme ça sera dans les études contemporaines sur le temps, où là, vraiment, on va faire des distinctions très claires, très nettes. Là, c'est pas le cas. Il faut aller chercher une bribe dans le traité sur la mémoire, une bribe dans le traité sur la sensation, une bribe alors, il y a une bribe dans les éthiques aussi. Dans les éthiques, il y a une bribe d'informations sur le temps parce que Aristote, à un certain moment, dit que on a conscience de sa propre existence chaque fois qu'on est en train de penser ou de sentir. Et donc, on a conscience, chaque fois qu'on est en train de sentir ou de penser, on a conscience dans le temps. Enfin, on a conscience que ça prend une certaine durée. Et donc, on a aussi conscience d'une certaine durée de son existence. Et dans le traité de la sensation, il ajoute que c'est un argument pour dire qu'il n'y a pas de temps imperceptible. Il n'y a pas de temps imperceptible, au moins en puissance. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps qui soit si petit, qui soit, par définition, par principe, imperceptible. On peut sentir tout temps, mais dit-il, s'il est trop petit pour qu'on en prenne conscience directement, on en prendra conscience seulement en faisant une somme avec d'autres portions de temps. Donc, en le rassemblant dans une portion plus grande. Autrement dit, la partie toute petite, elle est perceptible en puissance seulement, et c'est seulement si on la met ensemble avec d'autres parties qui font une portion plus grande qu'alors il deviendra perceptible en acte. Mais en droit, tout temps est perceptible.
Et donc, il dit aussi, en droit, toute grandeur aussi est perceptible. Mais là aussi, si ce mouvement a été trop rapide, par exemple, hein, si un mouvement a duré trop peu de temps, il sera perceptible seulement en puissance et il faudrait qu'il soit placé dans un mouvement plus étendu pour qu'on puisse le percevoir en acte. Donc là aussi, vous avez l'idée il y a toujours cette idée de rétention, et c'est ce qui le mène à la pensée à la réponse sur la question de l'instant. L'instant lui-même n'est pas perceptible. Et en fait, quand on dit qu'on saisit le présent, quand on dit qu'on sent qu'on est au présent, c'est toujours duratif, c'est toujours une certaine durée. C'est-à-dire le présent au sens courant du terme, c'est toujours une petite partie de passé et une petite partie d'avenir, toujours une petite rétention de passé et protension ou bien anticipation de ce qui va juste suivre. En fait, on saisit pas l'instant, sauf de manière abstraite. Et donc ça, c'est le temps théorique. C'est plus le temps éprouvé. Le temps où on peut mettre des jalons, hein, je prends tel instant, je l'appelle T0, je prends tel instant, je l'appelle T1, etc. Ce temps-là, mathématisé, théorisé, c'est pas celui qu'on éprouve. C'est une abstraction. En réalité, il n'existe jamais comme ça. Donc ça aussi, c'est un temps subjectif, mais on peut dire encore plus abstrait, parce que on en retire une seule forme mathématisée, géométrisée, comme si c'était une ligne dans laquelle on pouvait distinguer des points. Mais il ne se donne jamais comme ça, puisqu'il ne se donne jamais tout ensemble, tout entier. Alors, je termine cet extrait pour répondre à la question de l'identité de l'instant. L'instant est d'une certaine manière le même, d'une autre pas. En tant qu'il est toujours ailleurs, il est différent. C'était cela l'être de l'instant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'être de l'instant est d'être toujours différent en tant qu'il se trouve toujours ailleurs. Ça veut dire que le présent, qui a l'air de tout le temps surgir et puis disparaître et toujours se nous renouveler, cet instant en tant que présent, instantané et insaisissable, qui ne demeure jamais, c'est ça l'être de l'instant. Son être, son mode d'être, c'est de disparaître instantanément aussitôt qu'on essaye de le saisir comme présent. Ça, c'est son être en tant que présent. Et en ce sens-là, il est toujours différent, puisque chaque fois qu'on essaye de le saisir, du temps s'est passé. Donc, ce n'est plus le même instant. Donc, par définition, il est cela. Par définition, il a un mode d'être toujours différent et toujours insaisissable. Mais, il ajoute, mais ce qu'est l'instant en étant à un moment quelconque est le même. Donc, ça veut dire en étant à un moment quelconque, c'est une expression difficile à comprendre chez lui, mais en gros, elle veut dire à quelque moment qu'on le prenne. À quelque moment qu'on le prenne, il est le même, c'est-à-dire il a toujours la même fonction, le même rapport avec le temps. C'est toujours la même sorte de chose. Tout instant qu'on peut prendre à quelque moment que ce soit du temps est toujours la même fonction et il n'y a rien qui distingue un instant d'un autre. De la même manière qu'on l'avait vu pour le nombre 10, qui nombre 10 chiens ou 10 chevaux, en lui-même, ce nombre n'a rien de différent dans les chiens et dans les chevaux. C'est le même 10. Vous ne pourriez pas lui trouver une différence propre à lui. Et l'instant, c'est la même chose. Vous prenez un instant dans cet endroit ou dans cet endroit de la ligne du temps, enfin la ligne abstraite dans notre esprit, il n'y a rien qui les distingue l'un de l'autre. Donc, ils sont le même. Et le même identiquement, pas seulement le même par l'espèce, c'est pas seulement la même catégorie de choses, non. C'est le même, exactement, parce que rien ne les distingue. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui les distingue quand même? En fait, ils sont distingués non par une propriété propre, mais par le fait qu'ils sont contemporains d'un autre état du monde. Donc, chaque instant est différent parce qu'il est contemporain ou simultané d'un autre état du monde. Et c'est comme ça qu'on peut distinguer un instant 0, un instant 1, etc. Parce que ça correspond à un certain état de l'objet qu'on étudie.
Sans ça, aucune différence dans l'instant. Donc, il est à la fois le même et pas le même. Et on doit l'accepter. Et voilà donc qui fait aussi un type d'être complètement différent des autres, des étangs ordinaires, disons. On se trouve là, avec le temps et l'instant, dans des types d'étangs tout à fait extraordinaires, tout à fait particuliers. Et je pense que je vais m'arrêter là pour vous permettre de discuter, si vous voulez. C'est Laurence, une question toute simple de base. Les 4 grandeurs. Oui. Vous pouvez les redire parce que j'ai pas. Oui. Donc c'est la distance spatiale. Donc sur laquelle le mouvement est le déplacement. Il y a la quantité, c'est-à-dire sur laquelle a lieu le mouvement de croissance ou de décroissance. Et il y a toutes les qualités, et là il y a beaucoup de qualités différentes. Moi j'ai pris comme exemple la grandeur. Aristote donne parfois comme exemple la chaleur. Pardon, j'ai donné la couleur comme exemple, mais il donne comme exemple la chaleur parfois. Donc il y a une gradation continue en fait de chaleur entre n'importe quel point de froid et de chaud. Donc là aussi il y a un changement, donc un changement qui se fait sur cette grandeur, puisqu'il y a un passage du plus chaud au plus froid et réciproquement. Et la troisième type de grandeur, c'est l'apparition d'une substance ou la destruction d'une substance. Donc ça aussi, c'est un processus continu et progressif, puisqu'il n'y a pas apparition instantanée. Toute naissance prend une certaine durée, occupe une certaine durée, et donc on peut dire que c'est un changement qui est mesuré par le temps. Voilà les 4 grandeurs susceptibles d'être substrat d'un changement. Il dit toujours substrat pour ça, d'un changement. D'accord. Merci. Oui, et une chose que je ne vous ai pas dite non plus, ça m'y fait penser avec l'idée de mesure, c'est que Aristote il fait une différence entre la notion de nombre et celle de mesure, alors que ses successeurs les ont souvent confondues. En fait, pour lui, la mesure, ça signifie quelque chose de très précis. C'est quand on choisit une portion qui va servir d'étalon pour les autres portions de temps. Donc, par exemple, 1 heure, 1 jour, 1 année, ce sont des mesures de temps ou des unités de mesure de temps. C'est ce qui permet de mesurer n'importe quelle portion de temps. Et donc, mesurer, c'est reporter autant de fois une certaine unité. Mais ça, c'est pas la même chose que quand il dit le nombre du mouvement. Quand il disait le nombre du mouvement, ça veut dire être une certaine propriété du mouvement. C'est autre chose. Parce que la mesure, elle est très arbitraire. On pourrait prendre autre chose. N'importe quoi peut servir. Enfin, ça doit toujours être une portion de temps, mais on peut prendre n'importe quelle portion. Mais quand on dit le temps est le nombre du mouvement, c'est une définition de son être. C'est la condition de son être. Il est parce que le mouvement a cette propriété. Et donc, on va mesurer le mouvement aussi, très logiquement, par une portion de mouvement qui pourrait être reportée sur la totalité du mouvement mesuré. Simplement, on ne le fait pas souvent. En général, au lieu de prendre une portion de mouvement, par exemple, on les nomme même pas, on n'a presque pas la possibilité de les nommer. Je dirais une journée de marche, mais déjà en disant une journée de marche, c'est déjà introduire une mesure temporelle. Donc, mais on pourrait imaginer un mot qui signifie la quantité de mouvement, la quantité de marche qu'on fait sur une certaine distance. Donc, si je prends la distance d'Athènes à Thèbes, je pourrais trouver un mot qui signifie la marche que l'on fait d'Athènes à Thèbes. Mais on ne crée jamais ça, parce qu'on se passe de cet intermédiaire et on nomme
ou bien la mesure spatiale, ou bien la mesure temporelle. On se passe de l'intermédiaire. Mais Aristote dit, logiquement, en fait, il existe cet intermédiaire. Il devrait y avoir des mesures du même type dans le mouvement. Et donc, parce que, alors, c'est une nuance qui est importante parce que il dit que les mesures de distance et les mesures du temps sont interchangeables. On peut dire, on peut mesurer une distance par le temps mis à la parcourir, et on peut mesurer un temps par ce qu'il faudra, par la distance qu'on peut parcourir dans ce temps. Donc, je peux dire à la fois, si entre Athènes et Thèbes, il y a une journée de marche, je peux dire cette distance est une distance d'une journée, ou bien je peux dire c'est une distance de X stades, hein, puisqu'on mesurait en stades. C'est interchangeable. Mais le fait que le temps soit nombre du mouvement n'est pas réversible. On ne peut pas dire à l'inverse, le mouvement est nombre du temps. Donc, c'est important comme nuance. Nombre ne veut pas dire du tout mesure, en fait. Et pourquoi, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. C'est bon. Pourquoi Aristote s'intéresse-t-il au temps? Est-ce qu'après il utilise cette notion ou il s'intéresse en soi au temps? Oui, alors ça intervient dans sa physique parce que dans la physique, il étudie tout ce qui dans l'univers est en mouvement. Et il dit que forcément, puisqu'il étudie le mouvement, puisqu'il étudie les choses qui possèdent le mouvement, les différents types de mouvements, les conditions pour lesquelles il y a un mouvement, et donc il dit aussi, on va étudier aussi toutes les propriétés du mouvement. Et c'est comme ça qu'il passe en revue qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est, le lieu plus exactement, qu'est-ce que c'est que le temps, l'infini aussi, puisqu'il y en a qui disent que le mouvement est infini, et donc il passe en revue tout ce qui est lié au devenir universel. Donc on peut dire que le temps ne l'intéresse pas spécialement comme objet privilégié, mais que ça entre dans l'ensemble de son étude physique. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise aussi cette notion de temps dans d'autres œuvres. Donc justement dans la conscience d'exister, hein, la conscience d'exister qui est liée au temps, la mémoire qui est liée au temps. Et donc ça intervient quand même ailleurs. C'est une notion plus riche que seulement physique. Ça permet aussi, par exemple, déjà chez lui, hein, d'établir une certaine... Il ne dit pas que c'est une spécificité humaine, il est toujours très, très prudent. Il dit toujours, bon, il y a des animaux qui ont de la mémoire, il ne précise pas lesquels. Mais enfin, ça permet quand même de déterminer des fonctions de certains vivants aussi. Donc, il y a plus d'usage du temps que simplement physique. Et il s'intéresse aussi à l'aspect grammatical de la chose, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans le langage, on a des flexions, hein, des différences, des variations qui permettent d'exprimer le passé, le présent et le futur. Comment ça correspond en fait à un besoin que nous avons et qui là vraiment est propre à nous. Et on a eu besoin dans le langage de créer aussi quelque chose pour dire ce qu'on éprouve. Et donc, il y a un rapport entre le temps grammatical et le temps du devenir. Moi j'ai une question aussi. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. En fait, je me demandais, est-ce que on dirait aujourd'hui que est-ce que c'est vrai qu'il définit le temps à partir de la mémoire? À partir de la mémoire. À partir, en gros, est-ce qu'il a besoin de la notion de mémoire pour définir ce qu'est le temps? Non, il en a besoin pour... Oui, pardon, c'est pas fini. Parce qu'en fait, c'est juste, pour moi, les deux sont liés, effectivement. On a besoin de mémoire pour percevoir le temps, mais on ne peut pas définir ce qu'est la mémoire sans postuler l'existence du temps. Ouais. Oui, c'est ce que je disais, c'est difficile de voir lequel des deux est antérieur à l'autre. Et sans doute, je ne l'ai pas dit assez clairement. En fait, on n'a pas besoin, enfin, on a besoin de la mémoire pour déterminer le passé, évidemment. Impossible d'appeler quelque chose le passé ou d'avoir une représentation du passé sans mémoire. Mais en fait, pour se rendre compte qu'il y a du temps,
il faut quelque chose qui n'est pas la mémoire au sens où Aristote le définit, parce que comme je l'ai dit, hein, ça demande une relation à son propre passé, mais il faut quelque chose qui est la rétention de ce qui est passé. Donc, ça peut être éventuellement accompli par une autre fonction que celle qu'il appelle au sens très étroit la mémoire. Mais en tout cas, c'est un type d'imagination. À ce moment-là, ce sera un autre type d'imagination. Parce qu'on ne peut avoir de perception que de ce qui est présent, à la fois dans le temps et dans l'espace. La perception, c'est de ce qui est là devant moi, et ou disons à portée d'ouïe, par exemple, hein, donc ce qui est présent, disons, dans l'espace, et ma perception est toujours au présent aussi. Je perçois maintenant. Mais, alors, c'est vrai il y a une certaine épaisseur de ce présent. Hein. Ce n'est pas l'instantané. On sait bien que c'est quelque chose d'un peu durable. Okay. Mais quand même, donc ça, on ne perçoit qu'au présent. Mais pour pouvoir dire alors que du temps s'est écoulé, ou que un changement a duré entre ce que je perçois maintenant et ce que j'ai perçu avant, il faut que je me représente à nouveau ce que j'ai perçu avant et que je me dise, donc, entre ce que j'ai perçu avant et ce que je perçois maintenant, il y a telle différence. Donc, ça a autant changé, de sorte que, voilà, il y a eu une durée. Et comment est-ce que je me représente à nouveau ce que j'ai perçu avant et que je ne perçois plus? C'est par l'imagination. C'est un des rôles de l'imagination, il y en a beaucoup. C'est un des rôles de l'imagination de pouvoir représentifier, en fait. Représenter, c'est ça que ça veut dire, en fait. C'est vraiment représentifier ce qui n'est plus présent. Et donc, ça demande cette capacité-là. Alors, lui, il ne l'appelle pas mémoire. Je crois que couramment, nous, on appelle ça la mémoire. Mais plus précisément, c'est plutôt une imagination. C'est de dire, bon, voilà comment était l'état de la situation à ce moment-là. Je me le rappelle, je me remets sous les yeux, en quelque sorte, je me remets dans l'esprit, et puis je le compare avec l'état de la situation maintenant, et je dis, voilà, il y a ça qui a changé, donc il y a du temps. Donc effectivement, pour percevoir le temps, il faut avoir de l'imagination, ça c'est certain. Mais Aristote, il accorde l'imagination à tous les animaux. À tous les animaux, il dit, du moment qu'ils ont la perception, ils ont aussi l'imagination. L'imagination, c'est une ressuscitation d'une certaine perception. Donc, dès qu'il y a eu perception, il y a moyen de ressusciter. Il dit, même, il y a des animaux qui n'ont ni la vue, ni l'ouïe, qui ont juste le toucher. Eh bien, donc, ils auront une imagination liée au toucher, uniquement. Mais ils pourront se représenter des touchés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, pour lui, ça fait partie de la logique de la sensation. Très bien. J'avais une autre question éventuellement. Ouais. Est-ce que c'était pas osé de la part d'Aristote de dire que le temps était infiniment sécable, surtout Ouais. après Zénon Délé qui disait que le mouvement était, enfin la possibilité du mouvement, puisqu'il était infiniment sécable le mouvement lui aussi. Oui, oui. Mais en fait, au contraire, c'est un des arguments sur lesquels il s'appuie, c'est que c'est la seule manière de pouvoir répondre aux apories de Zénon. C'est que si on prend par exemple l'argument de Achille et la tortue, qui dit que Achille ne pourra jamais rejoindre la tortue parce que en fait, on peut parcourir, enfin parce que avant d'atteindre le lieu où se trouve la tortue, il devra atteindre d'abord la moitié, et puis la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié, etc. Donc si c'est effectivement infiniment sécable, il ne pourra jamais arriver. Il devra parcourir l'infini, justement. Il devra parcourir l'infini. Et donc c'est pas possible. Et Aristote dit, c'est parfaitement possible parce qu'on peut parcourir cet infini. Parce que justement, on ne peut pas parcourir l'infini par extension, l'infini donc en grandeur, ou par addition, hein, où on ajoute tout le temps une portion à l'extérieur. Donc. Mais on peut parcourir l'infini par division. Et pourquoi donc l'infiniment divisible, mais c'est justement parce que, pour deux raisons. Parce que la première, c'est que cette division n'est jamais en acte. Donc cet infini divisible, c'est infiniment divisible, qu'on considère la grandeur, le changement ou le temps, c'est pareil, n'est jamais divisible en acte. On ne pourra jamais accomplir l'ensemble des divisions possibles
d'une ligne, d'un corps, d'un changement ou d'un temps. Et donc, puisque ces divisions ne sont pas en actes, le mouvement ne s'arrête pas à chaque division. On n'est pas obligé de s'arrêter. Le mouvement est continu. Et en plus, puisqu'on a montré qu'il y avait un strict accompagnement, comme il dit, donc vraiment une adéquation, une correspondance stricte entre grandeur, mouvement et temps, leurs étapes sont proportionnelles, vont ensemble, alors leurs divisions potentielles coïncident aussi. Et donc, on pourra dire le parcours d'Achille jusqu'à la tortue et le temps qu'il met à parcourir sont divisibles en puissance d'autant de fois que la distance à parcourir, ça se correspond exactement et aucune de ces divisions ne va être réalisée. Elles vont juste pas être réalisées, elles sont juste potentielles. Tant qu'on les réalise pas, ils continuent et c'est bon. Faut juste pas le faire, quoi. Faut juste pas couper pour ne pas avoir le problème de l'infini, quoi. Oui, mais en fait, la clé, c'est la notion de puissance. Oui. Voilà, c'est ça la clé. Parce que si cet infini était effectivement en acte, si tout était effectivement divisé en actes, alors on ne voit pas comment on pourrait encore avoir un temps continu. Effectivement, le temps serait haché d'autant de portions, qu'il y a de coupures dans la quantité. Et donc, on ne voit pas comment on pourrait restituer un temps continu. Et donc, effectivement, alors on pourrait se dire, il y a une infinité d'étapes à parcourir, d'étapes réelles, et donc, le mouvement est impossible. Mais la notion de puissance résout tout ça. Et sur ce thème de l'infini, le temps infini, ça veut dire aussi donc qu'il n'y a pas de début, que ça a toujours existé, donc il n'y a pas de création. Comment le christianisme a réussi à récupérer ça? Qu'est-ce qu'il a récupéré là-dedans? Comment il a fait? Le christianisme, il s'est énormément appuyé sur le néoplatonisme. Donc vraiment, on voit bien qu'au cours des premiers siècles de notre ère, là surtout à partir le néoplatonisme commence au IIIe siècle, et puis c'est l'époque aussi où il y a de plus en plus de rationalisation du christianisme. C'est vrai, c'est l'époque où on met au point la théorie canonique avec les conciles, etc. Donc on se met vraiment d'accord sur une théorie rationnelle, disons, enfin. Qui est autre que les simples témoignages évangéliques, etc. Et donc là, à ce moment-là, on voit une convergence de pensée, une convergence théorique de plus en plus étroite entre ce que les penseurs néoplatoniciens et les théologiens chrétiens. Ils reprennent les mêmes arguments, etc. Donc en fait, ils s'appuient sur Platon. Et Platon leur offre un modèle parfait. Platon, c'est formidable, quoi. Il y a un créateur, il est divin, il y a un début de l'univers, il est fait pour le mieux. Tout est là. Mais ils ne reprennent pas Aristote. Et quand Aristote revient au Moyen-Âge, surtout vers le XIIIe siècle avec Thomas d'Aquin, etc., quand Aristote est retrouvé, Thomas, il reprend beaucoup de choses. Et puis, il y a certaines choses qu'il ne peut pas. Il force beaucoup de choses à entrer dans son système et malheureusement, on a dû se débarrasser de toutes ces déformations, mais il y a quand même des choses qui résistent et notamment cette question d'éternité, là, pas d'éternité, justement de perpétuité du temps, qui n'est pas une éternité, il peut pas. Ou alors, il peut la récupérer en disant que moi je suis pas spécialiste en théologie, mais c'est des choses qu'on a pu concevoir que quand Dieu n'avait pas encore créé l'univers, lui, d'une certaine manière, il avait déjà le temps. Alors, il avait déjà le temps, et là aussi il y a une notion néoplatonicienne dont de toute façon, c'est l'occasion de vous parler. Une notion qui a été introduite assez bien sur le tard, là, plutôt vers le VIe siècle. C'est l'idée qu'il y a un temps, en plus de l'éternité qui correspond aux idées, qui garde cette idée-là de Platon, en plus de cette éternité et du temps physique qu'ils décrivent comme Aristote, eh bien, entre les deux, il y a un temps qu'ils appellent premier, qui est la condition
de l'infinité du temps physique, et qui est aussi la condition de son ordre. Et donc, en fait, ce temps premier, Damascus, il dit qu'il est ensemble tout entier d'un seul coup. Donc, c'est du temps, c'est pas l'éternité, mais il est quand même d'un seul coup. Comme si donc sa totalité était donnée en une seule fois. Au lieu d'être une totalité qui dure, qui se développe progressivement, qui se donne progressivement et infiniment, en fait, la totalité est donnée d'un seul coup. Et donc, cette totalité donnée d'un seul coup, c'est quelque chose d'intermédiaire entre l'éternité et le temps physique. Et ça, les théologiens chrétiens aussi ont pu en profiter comme notion pour dire Dieu, il a ça déjà. Donc, ça permet aussi de dire qu'il y a un avant et un après la création, etc. Mais ils ne sont pas tous d'accord avec ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Simplicius, il n'est pas d'accord avec Damascus, c'était son maître, et il dit là, avec tout le respect que je dois à mon maître, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas appeler temps quelque chose qui n'a pas son être dans le devenir. Il dit, il n'a pas son être dans le devenir. Et c'est ce qu'il dit, c'est ça qu'Aristote voulait dire, et c'est en ça qu'on doit suivre Aristote. Que le temps a son être dans le devenir, ça veut dire que l'être même du temps, c'est de devenir. Alors, si on appelle temps quelque chose, justement, qui ne devient pas, mais qui est donné d'un seul coup, on ne peut pas dire que c'est du temps. Ça ne va pas. Ça, il dit, là, il exagère, là, mon maître. On ne peut pas appeler ça du temps. Alors, il dit, on devrait trouver un nom intermédiaire aussi entre l'éternité et le temps pour dire ça, si ça existe. Mais ce n'est pas du temps. Donc, c'est ça qui est... Alors, je trouve qu'il pointe bien qu'est-ce qu'est l'essentiel du temps, quoi. L'essentiel du temps, c'est qu'il a son être dans le devenir. Merci. J'avais une petite question aussi, du coup. Oui. Parce que j'ai l'impression, alors après je me projette un peu, mais que la notion de continuité, elle revient assez souvent au final Ouais. pour les grandeurs, le temps, l'identité. Oui. Est-ce qu'il développe cette notion du coup à part pour essayer de dégager quelque chose d'un peu commun ou même peut-être trouver des contre-exemples? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas continues au final ou... Enfin voilà. Oui, il y a toutes les quantités discrètes qui sont pas continues, comme les nombres, comme les corps, tout ça. Il y a beaucoup de quantités discrètes, mais effectivement, le continu, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans sa physique. Et il y a tout un livre, le livre 6 de la physique, qui est consacré à étudier ça, quoi. Tous les continus ensemble et à montrer leur proportionnalité. Donc, chaque fois avec des expériences de type on a un corps AB, on le divise en C, enfin bon, c'est très expérimental et vraiment très physique. Mais bon, je peux pas reprendre tous ces raisonnements comme ça, mais je dirais que c'est la notion centrale de sa physique. Et alors, il y a un enjeu énorme parce qu'il doit s'opposer à la théorie atomiste, qui dit juste l'inverse, qui dit tout est composé d'atomes, c'est-à-dire de plus petites portions entre lesquelles il y a du vide, donc du discret partout. L'atomisme, c'est du discret dans toutes les grandeurs. Il essaye de trouver tous les arguments, à la fois pour montrer qu'il y a des difficultés de cette théorie atomiste, et qu'il y a de bons arguments pour sa propre théorie continuiste. Mais l'opposition entre théorie atomiste, d'une manière générale dans les grandeurs physiques, et théorie continuiste, elle va se poursuivre jusque tard, en fait. On la retrouve, c'est un débat très important au XVIIe siècle entre... oui, encore, avec des atomistes comme, comment s'appelle-t-il, Gassendi et Descartes qui défend la théorie continuiste contre Gassendi, qui reprend l'atomisme, etc. Et en fait, ils n'arrivent pas à se convaincre l'un l'autre. Et je pense qu'à l'heure actuelle, depuis un certain temps, on s'était habitué évidemment à l'atomisme, et donc au fait que en fait, toute la matière est discrète et séparée par du vide, mais avec la théorie des champs, peut-être que c'est en train de retourner aussi, parce que les champs sont continus, et peut-être bien qu'en fait, on n'a pas d'espace vide, mais des champs. Donc c'est pas
c'est pas tout à fait fini, quoi, cette question. Oui, et puis il y a même le discret, enfin qu'on considère les nombres entiers, par exemple, on peut considérer de la continuité aussi dessus. Donc, Ouais, on peut ouais. aussi aller dans l'autre sens et étendre la notion de continuité. Ouais. Donc, ouais. Moi, je sais pas, justement, je sais pas trop où on en est en mathématiques vraiment là actuellement, justement sur cette question. Est-ce qu'on pense que entre n'importe quel nombre et n'importe quel nombre, il y a une infinité de nombres, par exemple? Je sais pas si on considère ça. Vu que je n'ai pas mal de l'info, du coup, pour moi, un point qui a été important, c'était avec parce que bon, ce qu'on appelle les domaines de Scott, mais où on a relié, en fait, on montre que, du moins avec une certaine interprétation de tout ce qu'on peut calculer, dès qu'on a une fonction Ouais. qui est calculable, donc typiquement on pourrait des entiers, on les manipule, en fait c'est une fonction continue. Et c'est assez Mhm. intéressant parce que déjà ça fait un lien entre tout ce qu'on pourrait avoir sur des ordinateurs et tout ce qu'on peut trouver en géométrie en fait. Mhm. Surtout qu'on avait déjà et aussi établi un lien entre ce qu'on peut calculer et la logique. Et donc on a une Mhm. espèce de petite trinité assez sympa comme ça entre géométrie, logique et, et mathématiques. Et voilà. Enfin, c'est juste pour dire que du coup, c'est assez intéressant la notion de continuité parce qu'elle a l'air d'être assez riche et à la fois assez applicable en dehors de. Généralement, on pense le continu, c'est juste des réels et quelque chose comme ça. En fait, pas forcément. Mhm. Enfin, voilà. Ok. Ouais, c'est important. Moi, j'ai encore une question, s'il y a le temps, c'est sur en fait la façon dont il définit le temps. Moi, si j'ai bien compris, il est défini par le mouvement. Enfin, en tout cas, il dit que c'est le mouvement qui nous permet de voir le temps. Mais le truc, c'est que pour moi, le mouvement, pour en voir, il faut qu'il y ait du temps. Enfin, il faut que pour définir le mouvement, il faut parler du temps, puisque un objet s'est déplacé à un moment donné, il était là, à un autre moment, il était ailleurs. Donc, pour moi, j'ai l'impression que la définition elle est un peu circulaire, en fait. Voilà. Alors, effectivement, ça a été reproché à Aristote assez tôt, du côté néoplatonicien, d'avoir une définition circulaire. Et ça, à cause du fait que, justement, l'antérieur et postérieur, il disait, mais non, on ne peut pas repérer l'antérieur et postérieur sans avoir le temps déjà. Donc, on dit le temps, en fait, est défini par ce qui est déjà temporel. Mais c'est pour ça que c'était important qu'il ait insisté sur le fait que l'antérieur et postérieur, ils se trouvent d'abord dans la distance, et puis dans le mouvement, et puis seulement dans le temps. Et donc, que dans la grandeur, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une coexistence des points. Donc, si je dis ce point-ci est avant ce point-là, j'ai pas besoin du temps pour le dire parce que je l'ai saisi en même temps, ils coexistent. J'ai pas besoin du temps puisqu'ils coexistent. Je dis ce point-ci par rapport à un référent quelconque. On s'en fout qu'est-ce qu'on prend comme point de référence, mais on peut toujours dire, quel que soit le point dont on part, celui-ci est plus proche que celui-là. Et donc, il est avant celui et celui-là est après. Et là, j'ai pas besoin du temps. Après, j'introduis le mouvement. Je dis, je vais vers celui-là, je vais d'abord passer par celui-ci et je vais vers celui-là. Alors là, en disant d'abord, j'introduis le temps. Mais si j'essaye de faire abstraction de ça et que je dis simplement, passons successivement de l'un à l'autre. Passons de l'un à l'autre. Du plus proche au plus lointain, comment dire, si je déplace mon point d'observation, si je déplace mon point d'observation du plus proche au plus lointain, en fait, en même temps que je crée le mouvement, je crée le temps. C'est en même temps qu'ils surgissent. Là, les deux sont vraiment ensemble. C'est pas un avant l'autre. En même temps que je crée le mouvement, je crée le temps. Mais il y en a un qui est plus condition de l'autre que l'inverse, parce que je pourrais pas dire que parce qu'il faut que j'ai des corps qui puissent changer, il faut que j'ai des corps qui aient les propriétés de changer pour qu'ils puissent aussi changer avec du temps, créer du temps par leur changement. Mais on ne dira pas, il faut que j'ai des corps qui puissent avoir du temps pour qu'ils puissent aussi changer. En fait,
Bien entendu, chronologiquement, ça va ensemble. Enfin, bon, forcément, ça apparaît ensemble. Mais il y en a un qui est plus condition ontologique que l'autre. Parce que les corps sont en évolution, sont capables de changer, que ces changements durent, et donc cette durée est le temps. Pour le dire autrement, si c'était l'inverse, en fait, il faudrait concevoir que le temps est déjà quelque chose comme un réceptacle lui-même, comme une dimension dans laquelle peut se déployer un changement. Mais d'où viendrait ce temps vide, ce temps qui n'est que temps de rien? Et ça, alors, nous, on est peut-être plus habitués à cette conception-là parce qu'elle est newtonienne, par exemple. Newton concevait effectivement ça, un temps absolu qui n'a pas besoin de changement pour exister, et un espace absolu qui n'a pas besoin de corps, etc. Mais après, on commence quand même à douter de la possibilité, que ce soit plus que des abstractions. Parce que quand on dit temps spatio-temporel, forcément, c'est une juxtaposition de ces réalités-là, du temps, de l'espace, du temps et de l'espace, en fait. Oui, donc, mais effectivement... C'est imbriqué, en fait. Tout corps, effectivement, est spatio-temporel, puisque tout corps est situé dans un certain lieu, dans un certain espace, au moins relatif aux autres corps. Et donc, s'il n'existe pas d'espace absolu, au moins il y a des espaces relatifs les uns par rapport aux autres. Et tout corps aussi est situé dans le temps, c'est-à-dire est situé par rapport au devenir général de tout l'univers, par rapport à ce temps qui est celui du devenir de l'univers. Tout corps est situable là-dedans, tout changement est situable dedans. Et même la relativité, etc., elle complique les choses par rapport aux mesures avec des temps qui ne sont pas nécessairement mesurés de la même façon et tout, mais elle ne change rien au fait que tout corps est situable par rapport au temps d'autres mouvements, et que donc le temps est toujours lié à un mouvement, et que pour mesurer un temps, il faut toujours prendre un mouvement de référence qui servira d'unité de mesure au mouvement des autres corps. Donc ce temps de référence, on l'a changé, on l'a précisé, on a pris de plus en plus exact et invariable possible. Mais même celui des horloges atomiques, de toute façon, c'est toujours le temps d'un mouvement. C'est toujours le temps d'un mouvement, et celui-là sert de mesure pour les autres mouvements. Donc tout corps est situable effectivement, ne fût-ce que relativement, dans l'espace et dans le temps. Et ça, en somme, on le sait depuis Aristote. C'est quand même assez incroyable, non? Mais encore une fois, il l'exprimait de manière très difficile. C'est-à-dire, on voyait bien qu'il butait constamment sur la clarté de son exposition, le vocabulaire à utiliser, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour vraiment en sortir les idées. Voilà, écoutez, là, je pense que c'est une belle séance, ça suffit comme ça, et on se retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine, on va faire un grand saut dans le temps. On va tout de suite arriver à Husserl, je pense, voir la théorie phénoménologique du temps. Parce qu'entre les deux, il ne s'est pas passé énormément. Il y a ce que je vous dis, les débats ont continué, il y a plus de rapports avec la géométrie, etc. Mais finalement, sur la nature, vraiment, je parle vraiment sur la nature du temps, il n'y a pas eu des choses vraiment fondamentalement nouvelles jusqu'à la phénoménologie. Voilà, donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, merci. Merci. À bientôt. Bonne semaine.